reçoit un représentant du canard réfractaire, c'est-à-dire Johan. Johan du canard réfractaire, c'est-à-dire les yeux bleus, le beau gosse, le nota bene finalement du canard. C'est lui, il est là. Je vous le mets en plein écran car vous le méritez aussi, comme ça. Il est venu et ce soir nous aurons aussi Greg Tabibian qui sortira du resto et nous rejoindra d'ici, je dirais une petite heure maximum, ce qui nous permettra du coup de bien entamer le début de soirée. Bonsoir Johan, est-ce que tu nous entends bien? Bonjour. Ouais, tu m'entends? Toi, tu m'entends? On t'entend bien. Ah, trop bien. Donc voilà, c'est ça. C'est nota bene sans tronçage de colorimétrie. C'est ça. Quoique, je crois que sur les vidéos, quand même, ses yeux sont encore plus bleus à Johan. Donc voilà. Alors, première question d'un certain psychodélique qui me demande pourquoi tu parles plus d'Assange sur ta chaîne? Genre, il regarde mes vidéos, lui. Comment il sait que je parle plus d'Assange sur ma chaîne? Bah, il regarde tes vidéos, je crois. Mais regarde. Petite victoire. Mais c'est vrai, pourquoi on parle plus d'Assange? J'en ai parlé dans la toute dernière, j'ai fait une toute petite réflexion, mais c'est vrai. Je crois que le dossier, il avance pas tant que ça. Mais il faudra qu'on le refasse. T'as raison. D'accord. Je donne raison à Psychodélique. C'est que j'attends ma bannière aussi. Ah oui, putain, il y avait cette histoire-là. Bah oui. C'est à un moment donné, des promesses. Monsieur fait sa carrière, monsieur s'envole à 200 000 abonnés. Alors c'est quoi le canard réfractaire tout d'abord pour faire un petit rappel? Qu'est-ce que c'est? C'est qui ce collectif là? Waouh. Le canard réfractaire, du coup, c'est né à la base des Gilets jaunes, donc c'est né en toute fin avril 2019. Du coup, l'idée c'était de filmer un peu les manifs des copains. Bonjour Lazio Claudie, j'ai pas dit bonjour au chat. Bonjour le chat. Installez-vous et dites bonsoir Yoann. Envoyez plein de petits canards. Voilà, comme ça il sera content, il verra plein de canards. Vous allez bien. On va passer une bonne soirée. Mais oui, tout va bien. Tout va bien. Du coup, Gilets jaunes à Guingamp, parce que moi je suis de Guingamp, donc c'est né à Guingamp, c'était un média local de Guingamp, où on filmait les manifestations de Guingamp et tout ce qu'il y a autour. Et c'était un journal papier aussi à la base. C'est-à-dire qu'on écrivait des articles sur ce qui se passait, sur des sujets un peu d'actu, etc. Qu'après on les mettait en page, on les imprimait, on essayait de les distribuer, quoi, tu vois. D'accord. Donc c'était un peu ça à la base, et je faisais ça avec Myriam, et c'est avec elle qu'on a fondé le Canard Réfractaire. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, on a confiance, on va imprimer 1000 journaux différents, on va dépenser plein de thunes là-dedans dans des couleurs, parce qu'on est sûr qu'il va y avoir des manifestations, parce que tu avais les manifs retraites à ce moment-là, à fin 2019, tu vois, début 2020. Du coup, on imprime à fond, et là, on se retrouve avec le Covid, MDR. Du coup, confinement, du coup, plus de manifs, du coup, plus de possibilité de vendre quoi que ce soit. Du coup, un peu dans la merde, tu vois. Je me suis fait à ce moment-là, il n'y avait pas de vaccin. Ouais. À ce moment-là... Ferme ta putain de gueule! Espèce de con! Du coup, là, on était tous des cons, comme des cons chez soi. Et là, du coup, j'ai commencé à faire des vidéos en face cam. Et à ce moment-là, fut le temps où j'avais accès à un jardin. Du coup, moi, je filmais dehors. Les gens se disaient « Ah, incroyable, je suis tout seul chez moi. » Et lui, il est dehors, il parle de politique, c'est cool. Et après, petit à petit, on a fait financement participatif après financement participatif. On a remis plein de gens dans l'équipe, etc. Et puis maintenant, on est quand même un petit nombre. On est 5 salariés et 2 personnes en plus, un alternant et 2 personnes qui travaillent en plus. D'ailleurs, bizarrement, vous avez pas refait. L'autre fois, vous étiez là. Oui, on expose nos chiffres. T'es venu chez moi, là. On a fait des sous, mais on vous montre tout. Là, vous faites combien maintenant? Ça a dû grimper parce que le canard réfractaire, avant, c'était une petite chéchène. Maintenant, c'est quasiment 200 000 abonnés. Avec des vidéos qui tapent le million, n'est-ce pas, monsieur? Mais c'était il y a longtemps, c'était il y a un an. Tu tapes des 200 000, 300 000, frère. Ça va, mais tant mieux. Ça n'a pas tant changé que ça depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Hein. Ah, mais quand même, tu tapes des bonnes. Attends, tu tapes des bonnes vues, frère. Mais c'est bien, hein, franchement, félicitations, au contraire. Je sais pas, Camille, où est-ce que ça en est le truc? On va repartager s'il y a besoin. Je peux te montrer si ça t'intéresse. Non, mais après, je taquine, mais c'est juste pour faire un petit point vite fait, comme ça, comment ça se passe un peu. Bah, au niveau du financement, en fait, que nous, on va relancer un gros financement parce que c'est comme ça qu'on fonctionnait. En gros, on est nombreux. On a toujours voulu se professionnaliser pour passer du temps là-dedans, etc. Tu vois, et pas juste être dans des galères, et puis après, le média, il se pète la gueule et tout. Et du coup, on a toujours essayé d'avoir des sous dès le début, que ce soit avec les journaux papier, et maintenant, on fait ça avec des financements participatifs chaque année. Du coup, l'année dernière, on avait récolté 100 000 €. On a à peu près sur Tipeee 2 000 € par mois qui tombent. La monétisation, au début, c'était genre 1 500, voire 2 000. Maintenant, on est plus autour de 800 balles, tu vois. D'accord. Et après, tu as les chèques et les virements bancaires qui doivent représenter, Camille, tu me coupes si je dis des bêtises, mais quelque chose comme 1 000 €, quelque chose comme ça. Ah ouais, carrément des chèques et des virements bancaires. Ah ouais, ça déconne zéro, hein, putain. Ah ouais, j'ai pas encore ça. Bon, bref. Je mets ça sur. Je peux mettre ça sur le chat? Oui, tu peux me mettre ça sur le chat et puis. Ah non, parce que je suis pas connecté. Je te laisse le faire. Tu me mets en MP, sinon voilà. Voilà, et tu peux partager ça.
Et je vous montre Du ça. coup, là, nous, on est quasiment les seuls à faire ça. C'est-à-dire que vous avez accès à la trésorerie avec les factures. Normalement, c'est à peu près à jour. Du coup, Ah, c'est une tous asso, de toute les façon. trucs de dépenses, Mm. etc. Ouais, c'est une asso, donc de toute façon, il faut qu'on mette ça public, mais faire un effort de présentation. Et du coup, voilà, on doit taper, je sais pas moi, les 160K par an et on. Je Incroyable. pense, hein, ça va être par là. Incroyable. GG. Bah, on est 5 salariés, on est tous au SMIC, un tout petit peu au-dessus du SMIC. Moi, je suis à 1360 €. Elle est pas monétisée, Voilà. votre chaîne? Si elle est monétisée, mais elle monétise pas beaucoup. Je t'ai dit, c'est 800 balles là en ce moment. Quand vraiment on est bon et qu'on fait pas mal de vues, on est à 1500. Vous faites combien de vidéos par semaine? On en fait, ça dépend des semaines, mais en général, on fait 10 à 15 vidéos par mois, quelque chose comme ça. Ouais, donc forcément, c'est pas suffisant. C'est peut-être pas suffisant pour avoir un gros revenu. Ouais, parce que vous feriez une vidéo par jour, je pense, ça commencerait à être rentable, on va dire. Mais c'est peut-être compliqué de faire une vidéo par jour. On va avoir vraiment des sujets plein la mallette, quoi. Sur le canard, ça fait quoi d'être bourgeois qui vit des dons? Voilà, débat d'idées qui dit ça. Salut Canard, ça fait quoi d'être un bourgeois qui vit des dons? Débat d'idées. Tout le monde vit des sous que quelqu'un lui donne à un moment donné. Et d'ailleurs, faites des dons à l'As Claudie, je suis obligé de faire un rappel. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire. Parce que bon, malgré tout, faut que je vous le demande. Donc voilà. Parce que ça prend du temps de faire tout ça. Peut-être piécette. Ouais, c'est du travail, hein. En plus, l'autre qui me signale ma chaîne, toi là, Samir. Non, Salim. Quelqu'un t'a signalé? Oui, encore. Bah, entre Franck Brusset, 2 fois. Là, il y a eu Salim qui m'a mis 4 appels. Enfin, il a essayé de me faire 4 strikes, mais ça n'a pas marché. Ça a été refusé par YouTube cette fois-là. Mais j'ai pris 2 strikes de Franck Brusset. Ah oui, il y a un drama. J'ai pas suivi. Je me suis dit, quand est-ce qu'il y aura un drama avec Franck Brusset là? Ah bah voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il a signalé ma chaîne parce qu'il veut pas qu'on le critique et qu'on lui dise que des fois il est peut-être un peu complotiste sur ses arguments. Et comme ma vidéo commençait à la ratio, je sais pas, il a fait appel dessus. Et il a fait appel sur une autre vidéo où je parlais de lui encore une fois, mais très brièvement. J'avais pris une parodie qui était faite sur sa pub Twix et tout. Et il a signalé cette pub en fait. Parce qu'il veut pas qu'elle apparaisse, je crois. Et du coup, voilà. Et après, il a attaqué aussi Psycho parce qu'il avait relayé le fait que j'avais été strike. Et il m'a mis 2 strikes en 4 jours quand même. Ça fait beaucoup. C'est bien. Tout le monde fait la queue derrière Psycho pour avoir son drama. Comment ça, c'est bien? Mais non, mais je trouve ça rigolo parce que tout le monde fait la queue, tu sais, pour avoir son drama un peu. Ah non, moi en ce moment, je les cumule. C'est bon, je me calmerai bien. Quoique, après, moi, je suis content, ça me fait du contenu. Mais. Mais oui, tu vis de ça aussi. Voilà. Ouais, mais bon, quand même. Mais c'est un peu stressant, peut-être, des fois aussi. C'est ça, voilà. Quand t'es à un strike près, tu fais ouais, non, en fait, c'est pas le moment. Je viens attendre une semaine ou deux. Le temps qu'ils prennent leur décision. C'est ça, voilà. J'attends la réponse de YouTube, j'ai fait mon appel, mais bon. Mais après, voilà, j'ai demandé conseil à notre cher. Vous avez le droit. Donc, on verra l'évolution. Mais alors, du coup, mon cher canard réfractaire. Tu es là, tu as ta chaîne YouTube, mais en ce moment, il se passe beaucoup de choses. Il y a la révolution dehors. Il y a plusieurs sujets qu'on va évoquer ce soir. Tout à l'heure, on parlait des syndicats. Anas nous disait, il faut y aller. Si vous y allez pas, c'est de votre faute s'il se passe rien. Quelque part, je grossis le trait. Et du coup, qu'est-ce que tu avais à dire sur les syndicats pour commencer un peu le début de soirée sur ce sujet et sur la manifestation qui est en cours sur la réforme des retraites? Bah disons que les syndicats, c'est un peu nuancé. Moi, ce que je pense un peu des syndicats, c'est que quoi qu'on peut se dire des syndicats, genre ils ont mis 3 millions de personnes dans la rue quoi mardi, tu vois. Ce qui est énorme. Enfin, ça s'est jamais fait depuis genre 40 ans, un truc comme ça, 50 ans. Il y a combien de syndicalistes en France? Bah, t'en as très peu des syndicalistes, c'est ça qui va être intéressant, c'est cette subtilité là. C'est une vraie question. Parce qu'en gros, moi quand le mouvement ils ont commencé là, la CFDT et la CGT, nous on a fait une vidéo en disant nique sa mère les syndicats. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sait que... Et on avait fait cette vidéo avant les manifestations et il y a pas mal de choses qui se sont passées qui étaient un peu prévisibles. En fait, les syndicats, eux, ils sont capables de mobiliser, ils sont capables de poser des dates, ils sont capables d'apparaître dans les médias, ils sont capables de faire plein de trucs que nous, on est incapable de faire, toi, moi ou même les Gilets jaunes. On va parler pas mal des Gilets jaunes aussi. Tu vois, aucun Gilet jaune n'est capable d'annoncer une date et de faire des manifestations avec 1 million de personnes. Personne. Il n'y a que les syndicats qui sont capables de faire ça. Donc c'est eux qui ont lancé le truc parce que c'est eux qui étaient capables de le faire. Mais en même temps, eux, ils vont se concentrer uniquement sur une seule revendication, c'est la retraite à 64 ans, tu vois. Ce qui est une saloperie sans nom. Peut-être, je sais pas si on va en débattre de ça, mais j'imagine que c'est un peu acquis pour toi et pour les gens qui regardent. Que c'est de la merde, je quoi. vais bosser jusqu'à 70 ans, tranquille. Hein. Je suis influenceur, moi, ça. Hein. C'est vrai, on est assis comme ça, tranquille. Dubaï et tout, tranquille. Pina colada, mojito. La belle vie, tu vois, la belle vie, bien sûr. Non, bien sûr. Après que les gueux travaillent, c'est autre chose, hein, bien entendu. Non, mais bien sûr, une saloperie sans nom, donc je te laisse continuer. Une saloperie sans nom.
Sauf que le problème, c'est qu'il n'y a pas que ça qui se passe en France en ce moment, tu vois. Genre, l'inflation, elle est en train d'exploser de malade. Mais vraiment de ouf, là. Au mois de mars, au mois d'avril, ça va être pareil. Ça coûte cher en ce Là, moment. mais C'est vrai que ça vraiment, commence tu à monter, là. Au début, on était là, on se disait Oui. oh, l'inflation. Ok, il n'y a plus de Ah. moutarde, ok, mais genre. C'est la guerre en Ukraine, quoi, d'accord, on a compris. Après, tu sais, nous, Oui. on fait des travaux à la maison, là, actuellement, parce que ma femme a acheté une maison, vite fait, c'est un tout petit truc et tout, et on fait des travaux dedans. Et alors, il y a Ouais. l'inflation, si on fait, ça picote, tu vois. Ah, genre. c'était pas le Et moment là- de faire ça. Hein. Et là, en fait, c'est la bouffe aussi, genre, on voyait la viande, elle est plus chère quand même, genre, les pâtes aussi, mais même les trucs de base, ouais, quand même, ça commence à picoter cher. Donc là, oui, l'inflation commence à picoter. Tout qui augmente, et ça augmente de plus en plus, tu vois. C'est pas genre ça a augmenté un petit peu avec la guerre et ça redescend, non, ça continue d'augmenter de fou. Et on commence à avoir des taux d'inflation à 10% par rapport au mois précédent de l'année dernière, tu vois. Genre là, on est en mars, et du coup, on va avoir plus 10% par rapport au mars de l'année dernière où on était déjà à plus 10%, tu vois. Donc c'est plus 10% de plus 10%, ça commence à picoter. Et du coup, t'as des millions de gens qui sont genre chez eux. Ils disent tiens je vais faire les courses, ils vont au Lidl machin et ils stressent tu vois avec la carte bleue parce que ça va pas passer. Et je crois que ça structure beaucoup plus une société et ce que pensent les gens qu'autre chose. Bref, t'as l'inflation, t'as les prix d'électricité qui augmentent, t'as un peu l'angoisse de la guerre qui monte aussi parce Merci, que tu Tom vois Bombadil, au début on merci pouvait se dire beaucoup. bon c'est juste Viens me le dire, Poutine je te qui souhaite. envahit machin l'Ukraine et puis ça va s'arrêter bientôt. Puis en fait on voit qu'il y a tout le monde qui fait en sorte que la guerre elle continue, que ça va peut-être s'accentuer avec la Chine etc. On regarde ça un peu inquiet. Bref, t'as plein de choses qui font que c'est la grosse merde et les syndicats vont jamais avoir de revendications là-dessus. Tu vois, sur l'inflation, ils vont jamais vraiment rien dire. Sur la guerre, ils vont jamais vraiment rien dire. Ils ont rien, Sur, ils ont rien à dire, les syndicats. Soyons honnêtes, 2 secondes, canard. Bah non, Canard, ils ont Johan. rien. Ils ont rien à dire, les syndicats, sur autre chose. Ouais. Moi, j'ai discuté avec les syndicats, ils ont on aidé à pas perdre votre boulot, quoi. Tu vois, genre, c'est ça, mais ça sert à rien, quoi. Ça sert Est-ce à que je rien. peux juste nuancer? Vas-y, défends les syndicats. Pardon. Alors, c'est pas ma position. Je précise, ce n'est pas ma position. Vas-y. Mais, par exemple, il y a des camarades, notamment le courant autour de Matteo, qui est le deuxième candidat à la succession de Philippe Martinez à l'intérieur de la CGT, qui est plutôt proche de la FSM, qui se fait accuser en ce moment d'être pro-russe. En fait, si, les syndicalistes ont des positions sur la guerre. C'est juste que c'est des positions qui sont pas très importantes dans le débat à l'heure actuelle parce que... je vais juste éteindre un petit truc. Parce qu'en fait, les syndicats ne sont pas au... En fait, factuellement, les syndicats ont tous des positions sur la guerre. Donc, il y a le courant autour de la FSM qui en a, il y a tout ce qui est l'Union syndicale solidaire qui en a aussi, plutôt... ils sont très différents, hein, vraiment. Les positions, je pourrais pas les détailler là, comme ça, mais les courants ont des positions. T'as des courants qui sont, ouais, mais ils sont très. Premièrement, ils sont très minoritaires. Deuxièmement, c'est jamais ce que va porter l'intersyndicale dans les manifestations. Troisièmement, c'est jamais ça qu'on va parler dans les médias. Et du coup, politiquement, ça n'a pas de pouvoir ou d'influence. Il n'y a personne qui se projette dans les syndicats en mode on va résoudre le problème de la guerre grâce aux syndicats. C'est sûr. Ouais, Alors moi si, mais bon. Ah oui, mais toi, Oui, c'est toi. particulier, voilà, c'est ça. La majorité des gens ne voient pas ça dans les syndicats. Ils voient un truc qui peut un peu faire chier sur les autoroutes, qui peut permettre un peu au taf de faire pression contre le patron, voilà. Mais c'est pas forcément l'essence du syndicat de faire la révolution totale et mondiale et socialiste, quoi. Surtout, c'est Martinez qui est à la télé. Et Martinez, c'est quelqu'un qui se limite vraiment au strict minimum. Hein. Enfin, on va pas faire la blague, mais Martinez, c'est le minimum syndical en permanence. Alors, moi, en fait, j'ai déjà discuté avec Martinez une fois. Hein. Lui, sa vision du syndicalisme, c'est propose des lois au gouvernement et il les applique. Ça, c'était sa vision du syndicalisme avant. En tout cas en 2016. Donc peut-être que ça a évolué depuis, enfin j'espère. Parce que il faut se méfier, c'est un politicard, Martinez. Hein. Vas-y, vas-y. J'irai pas jusque-là. Bah si, Martinez, c'est un politicard. C'est un politicien d'une organisation syndicale, mais c'est un politicien. Donc après, ce qu'il dit ou quoi. Enfin bref. Mais ce que je voulais dire, c'est que les syndicats étaient les seuls à pouvoir bouger les gens. Dans une situation où eux ils proposaient que lutter contre la retraite à 64 ans, alors qu'on sent tous qu'il y a énormément de problèmes, notamment des problèmes beaucoup plus urgents, qui commencent à nous ronger petit à petit, qui commencent à nous inquiéter encore plus, tu vois. Parce que la retraite, en vrai, tu vois, la retraite, c'est loin. Mais ouais, c'est loin. Enfin, moi personnellement, je me projette pas du tout, mais du tout à la retraite. Et même les gens qui pourraient être concernés par la retraite à 64 ans, bah ça va peut-être être un problème
dans 5 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, ok, ça va être chiant, tu vois, parce que t'as des vrais boulots, machin, et on en a parlé un peu dans les médias, etc., c'est cool. Mais là, ce mois-ci, il faut bien bouffer, quoi. Tu vois, Et demain, retraite c'est à loin, 64 quoi, ans ou pas. Ouais, voilà. Et en plus, pour lutter contre la retraite à 64, il faut faire grève, du coup, avoir moins de thunes, et du coup, ça va être encore plus galère pour bouffer. Du coup, tu as ce décalage-là de, à la fois, c'est les syndicats qui mènent le mouvement social, mais en même temps, dans leurs revendications, ils sont incapables de répondre à nos besoins, à nous, qui est de lutter contre l'inflation, de dégager le Macron, etc., parce que c'est de ça dont il s'agit, tu vois. Et du coup, il y a une double, cette contradiction-là qui tient en fait jour après jour, semaine après semaine, qui explique notamment que tu as des millions de gens en manifestation comme il n'y en a jamais eu, derrière des syndicats qui n'ont jamais été aussi peu puissants, tu vois, et des gens qui sont, je sais pas si toi tu as fait des manifestations ou quoi, mais les manifestations elles sont pas incroyables, c'est pas la grande révolution, tu vois. Ah si, c'est incroyable à chaque fois. Il y a eu des têtes coupées, des flics tués. C'est ça. Là, du sang répandu sur la scène qui était rouge. J'ai vu des mairies totalement déboulonnées. Salut Péno. Bonjour, c'est quoi le drama aujourd'hui? Je suis venu pour ça. Bah non, ce soir ce n'est pas drama. Ce soir c'est Greg Tavivian et Canard Réfractaire. On va parler de la révolution et des influenceurs aussi qui doivent parler de politique. Est-ce que on est nous concernés? Est-ce que les syndicats servent à quelque chose? Là on est sur les syndicats. Tout à l'heure Greg va arriver. On va parler influence, nanani, nanana. Bref, voilà, on est là pour ça ce soir. Et donc Psychodélique qui est là dans le chat et qui demandait toujours pour Assange. C'est au tout début de l'émission. Enfin pas au début de l'émission, t'étais il y a 20 minutes. Non, il y a 15 minutes, tu regardes et voilà. Il y a 15 minutes. On a commencé il y a 15 minutes, vous n'êtes pas en retard les gens, c'est le début. Et avant il y avait Anas, etc. Et on a commencé sur les syndicats. Bref, allez découvrir tout ça. C'est le début. Installez-vous, les filles. Alors, je te laisse reprendre. Quel anniversaire de radio incroyable. Tout à fait. Et du coup, les manifestations, elles sont pas incroyables. Tu sais, il y a pas des. On parle par exemple des assemblées générales. Tu sais, les assemblées générales, c'est quand tu as des gens qui organisent des réunions avec les gens qui travaillent dans la même boîte, ou etc., etc. Ça, en 2019, il y en avait beaucoup des assemblées générales. Il y avait aussi beaucoup de manifs sauvages. Loi travail aussi. Bien. Je me souviens de ça. Je me souviens de ça. Bah, loi travail, t'avais beaucoup de ça et t'avais aussi beaucoup de manifs sauvages qui se faisaient mais instantanément, tu vois. T'avais pas genre les ballons syndicaux, on était tous derrière, en fait ça partait un peu en vrille à chaque fois. 2016 c'était ça, 2019 c'était ça. Là on arrive dans un truc où à la fois la situation elle est méga urgente et en même temps quand on va dans les manifestations où il y a un nombre record de personnes, 3 millions de personnes, et ben en fait on fait que marcher et on fait très peu d'initiatives en fait. Et tu vois il y a un peu un truc contradictoire dans cette histoire là. Cette situation est un peu bizarre, non? Tu vois ce que je veux dire? Il y a jamais eu autant de gens dans la manifestation, autant de raisons urgemment de dégager Macron. C'est la retraite, quoi. Tu sais, il y a plein de vieux qui sont inquiets. Là, ils se disent on va peut-être sortir, tu vois. Puis on a un peu le temps. Mardi, c'est bon, on travaille pas parce qu'on est à la retraite. Et les autres, ils se disent, non, pas la retraite. Ceux qui sont avant la retraite, ils disent allez, on va y aller, tu vois. Mais genre, parce qu'ils ont peur. Il y a plein de gens qui sont proches de la retraite, c'est à 5 ans, 10 ans près. Ils ont peur quand même. Et après, les autres, ils s'en foutent un peu. Les jeunes, vite fait, mais les plus politisés, c'est Sciences Po, machin et tout. Mais je pense que malheureusement, tu vas pas faire bouger toutes les universités. Comme ça, c'est un peu compliqué. Ça commence, je te l'ai dit. Pardon, excuse-moi. Il y a 28 universités qui sont bloquées, si je dis pas de bêtises. En tout cas, hier, on a dit 40. Ah, 40 Fake news de Anas qui a grossi les chiffres. Ça, c'est les chiffres de syndicalistes, ça. Hier, les chiffres de syndicalistes. Je parlais du 7. Ah, du 7, ok. Le 7, semblerait-il. Bon, il y a quand même des dizaines d'universités, mais même dans les universités, moi je vais aller dans son sens un peu Zio, il y a quelque chose, tu vois, il y a des gens qui bloquent, etc., mais quand tu regardes les images et que tu as un peu l'expérience des blocus, en fait, tu as vraiment l'impression que c'est le début, tu vois, c'est vraiment les 20 plus déter qui bloquent l'université, comme si on était au début du mouvement, sauf que ça fait 2 mois en fait qu'on manifeste, tu vois. Du coup, il y a un peu cette impression de patinage aussi, à la fois il y a des choses qui se passent, mais en même temps c'est pas la folie, tu vois, c'est mi-figue, mi-fait raisin, tu vois, il faut pousser à chaque fois pour qu'il y ait quelque chose. Quoi. Parce que toi tu cherches, pas du tout gilet jaune. Tu cherches finalement la résurrection des gilets jaunes quelque part. Ah, dis-moi la vérité. Mais plus que chercher, on essaie de le construire. Mais en fait, c'est ce qui est intéressant, et c'est là où on va faire le lien avec les gilets jaunes, c'est que je pense que la situation, elle est très grave et qu'il y a beaucoup de gens qui sentent bien que c'est pas avec les syndicats que ça va bouger, mais qu'il y a que eux qui bougent et qu'à un moment donné la séquence syndicale va se terminer parce que Martinez va négocier ou parce que ça va passer en 49.3, un des deux, tu vois. Et le peuple. Et qu'à un moment. Et comment ? Et le peuple sera abandonné finalement. Et le peuple, et du coup. Triste besogne.
C'est le peuple et du coup il sera là et du coup nous on ne pourra plus dire c'est les syndicats qui vont organiser les choses pour nous, c'est les syndicats qui vont régler les problèmes puisque les syndicats ils seront plus là et qu'une fois que la retraite se sera passée, c'est pas eux qui vont s'inquiéter de l'inflation, c'est pas eux qui vont menacer Macron. Martinez il veut négocier avec Macron, tu vois. Nous les gilets jaunes on voulait le faire exploser Macron, tu vois, c'est pas la même ambiance. Et je pense que au moment où la séquence syndicaliste va se terminer, c'est un peu le truc que j'ai en tête, que je vous dis comme ça, et ça peut se terminer dans quelques semaines. À partir de ce moment-là, il peut y avoir un retour un peu à la gilet jaune parce que la situation économique, elle est beaucoup plus grave que ce que ça a été avec les gilets jaunes et qu'on va ni attendre un parti parce qu'il n'y a pas d'élection, ni attendre d'un syndicat parce qu'ils sont cassés. Et du coup, ça va être nous qui devons prendre le relève. On peut peut-être faire un petit point. Il y a une vidéo qui va sortir, j'espère, fin de semaine. On travaille dessus. Ça va être une très longue vidéo. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité politique, avant les gilets jaunes, c'est intéressant de voir ça. On peut prendre un peu de temps là-dessus ? Vas-y. Bon. Vas-y, Bah, en gros- enchaîne. Hein. Ouais, je sais pas moi si tu veux animer un truc comme ça, tu me dis. Hein. Tu me dis s'il faut aller plus vite, s'il Alors faut par contre, crier eux plus qui vite. se plaignent. Alors déjà, je sais pas qui c'est qui a bloqué le message de eux, mais c'était pas la peine. Mais genre, je sais pas pourquoi tu te plains d'être banni. Hein. À la base, il y avait pas de message. T'as mis quoi? Qui a bossé en usine et qui a parlé avec les syndicats entre les rejoints qui eux sont cool. Ah oui, Crax, s'il te plaît. Non, tu laisses écrire ces messages. Vous laissez eux écrire. Oui, il a pas insulté, mais il a pas insulté. Il a juste dit que vous étiez des nazis. Bon. Vous calmez. Ça va. Crax, tu lâches ce marteau. Et tu les laisses s'exprimer. Eux, t'as le droit de parler. Voilà. Bref. Je laisse reprendre. Donc vas-y, fais ta digression. Vas-y, dérape. Les gilets jaunes. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit souvent que les gilets jaunes, ils sont nés le 17 novembre 2018, en mode un peu spontané, ça a apparu d'un seul coup, etc. etc. Ouais, grâce On à va une faire vidéo toute une- YouTube d'une voyante qui a fait un truc. Ouais, je suis pas contente et tout. Ils vont augmenter le prix de l'essence. Ouais. Voilà, des gens qui râlent sur Internet, tout le monde C'est se ça. met à râler, à s'organiser, et puis hop, ça pop comme ça. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs, hein. Et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé dans les révolutions arabes aussi, tu vois, c'est des scénarios qui se répètent un peu partout tout le temps, on va expliquer ça dans la prochaine vidéo. Mais en fait, juste avant les Gilets jaunes, il y a eu d'autres événements marquants. Il y a eu la réforme sur les cheminots, il y a eu la réforme sur la fac, il y avait eu aussi, il y a eu la loi travail XL, c'est-à-dire qu'il y avait eu plein de lois de saloperies que Macron a faites dès le début de son mandat. Et les syndicats, ils avaient déjà essayé de faire des grèves et lancer des grands mouvements de grève à ce moment-là, notamment en septembre 2017 et puis un peu début 2018. Il y avait une ambiance un peu, les syndicats qui essayent de mener le truc, et en fait, ça a fait un bide total. À un moment donné, tu as même un truc qui s'est passé du coup en mai 2018, donc bien avant, quelques mois avant les Gilets jaunes, qui s'appelait la marée populaire. Et à chaque fois que je dis la marée populaire, il n'y a personne qui s'en souvient de la marée Je me populaire. souviens tu de vois. Nuit debout, voilà, je me souviens d'autres Ouais, Nuit mouvements, mais debout. ça, la marée populaire. Marée populaire. Et pourtant, la marée populaire, tu vois, genre là, on dit souvent, par exemple, c'est quand on est uni qu'on est fort. Il faut que la gauche soit unie pour qu'elle soit forte, il faut que les syndicats soient unis pour qu'ils soient forts, etc. On Moi, je entend pense beaucoup pas ça. Moi, je pense plutôt qu'il faut que l'extrême droite et l'extrême gauche s'unissent pour qu'ils soient forts. Et là, On c'est parlera le de ça. bordel, là, les confus qui se. T'imagines? Oh, le bordel, Oh. quoi. C'est Autre incroyable. sujet qu'on abordera après. Incroyable. Mais dans la mentale de gauche, c'est ça un peu, tu vois. Il faut être uni pour être fort. Marée populaire, c'est tous les syndicats, tous les partis, toutes les associations. Plus de 60 organisations qui sont ensemble et qui appellent à la même jour, la même manifestation. Tu vois, non, c'était genre la bombe atomique de la gauche à ce moment-là. Et un samedi, du coup, les gens sont pas obligés de faire grève. Voilà, une grève généralisée partout, dans tous les domaines. Et Bon, tout. C'est un tous les rêve, en fait. Là, partis, c'est le rêve. C'est le rêve T'avais- manifestant absolu. Genre, tout le Bah, monde. Rêve manifestant, rêve de la gauche institutionnalisée plutôt, de toutes les associations, tous les partis, tous les syndicats, ils se disent le même jour, et t'as Mélenchon qui dit il faut être 1 million sur les Champs-Élysées, etc. Il avait balancé ce truc-là. Et à ce moment-là, du coup, c'est la gauche qui tente le tout pour le tout, et ils font des vidéos dégueulasses où ils essaient de prendre position, je sais pas trop quoi, enfin vraiment de la merde. Où tu sais, c'est chacun qui prend un peu la parole et qui dit un bout de texte là, de vidéo dégueulasse, bref, communication affreuse. Ils ont fait 200 à 300 000 personnes. C'est-à-dire qu'au moment où tous les militants de gauche s'unissent pour faire en sorte que le peuple aille le même jour, à la même heure, tu vois, au même endroit, t'as juste les militants de gauche qui viennent. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, bien sûr, c'est normal. Ça, c'est... Et à partir de ce moment-là, on a tous su que c'était pas la gauche institutionnalisée qui allait changer la situation et dégager le Macron. Et c'est à partir de ce moment-là que, du coup, petit à petit, même inconsciemment, s'est créée la pensée gilet jaune en mode si la gauche peut pas le faire, évidemment, si la droite peut pas le faire, eh ben, ça va être le peuple d'agir de lui-même. Tu vois, ça va être à nous de faire le travail, tu vois. Et c'est ça, en fait, qui a créé les conditions pour que les gilets jaunes y aillent et se bougent.
Et là, on n'est pas encore tout à fait dans la même situation parce que ce sont les syndicats qui mènent un peu les trucs. Mais le jour où les syndicats ne seront plus là, parce qu'ils auront négocié, parce qu'ils auront gagné, parce qu'ils auront perdu, et ben en fait, ça va être encore une fois nous qui devrons y aller tous ensemble, parce que sinon on va se faire bouffer. Et tant que les syndicats sont pas là, tant que c'est eux qui ont l'initiative, je pense pas que ça peut partir en mode gilet jaune. Et du coup, tout le travail qui va être fait, et au-delà de savoir si les syndicats sont bien ou pas bien, c'est de faire en sorte que toute l'agitation qu'on a en ce moment dans le pays, et elle est forte, tu vois. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent, il y a des grosses manifestations. Dans le bar, ça parle un peu, même si c'est un peu mi-figue, mi-raisin, il y a quand même quelque chose qui se passe, tu vois. C'est de faire en sorte que toute cette agitation nous prépare à ce qui va se passer après. Que cette séquence-là nous permet de nous rencontrer, de discuter ensemble et de former des organisations, de renforcer les médias, etc. Pour que le moment où il y a les Gilets jaunes 2, je vais le dire un peu de manière caricaturale, arrive... T'as souvenir des ronds-points, toi. Hein, genre, on se rencontre des gens qu'on connaissait pas, de milieux sociaux qui étaient pas... C'est trop mignon, t'as souvenir, je le vois, la nostalgie. Vous savez, c'est comme les premières rêves parties, les copains. Lui, sa première rêve partie, c'était un rond-point, sa mère. Donc du coup, il est là en mode, allez, on va y arriver. On le recommence x10, x100. Bon, après, il a pris x10, x100 sur YouTube, donc quelque part, il a raison d'y croire. Mais, vous voyez, cette nostalgie, c'est trop mignon. Mais bon, moi, ça me rappelle mes premières teufs, quoi, c'est beau. Vas-y. Je vois ce que tu veux dire. je compare les deux souvenirs, c'est vrai que les Gilets jaunes, c'est mieux que les premières teufs. Mais... ouais, ça part plus loin, donc. Mais au-delà de, tu vois, au-delà de dire... en fait, les gilets jaunes, c'est ce qui s'est passé partout, tout le temps. En fait, si tu veux, je pense que les gilets jaunes, c'est la façon qu'on a maintenant de se révolter, maintenant qu'on a Internet. En fait, je pense que c'est ça, tu vois. Les printemps arabes, au début, fin 2010, Tunisie, en fait, c'est des gens qui prenaient dans les dents les conséquences de la crise économique de 2008, avec grosse inflation, gros chômage, avec grosse corruption de l'élite, avec un dictateur, etc. Avant, ça passait la colère, la rage, etc. Soit c'était réprimé directement, soit ça passait par des organisations, par des syndicats, par des partis. Mais là, ce que ça a changé en 2010, c'est que pour la première fois, il y avait quasiment tous les Tunisiens qui avaient Facebook. Et du coup, ils ont commencé à s'organiser sur Facebook, tu vois. C'est à la fois la crise économique mélangée à Internet. Ça fait que Facebook, hein, c'était aussi des forums, surtout des forums, je crois, un petit peu underground, justement, parce que c'était un peu surveillé Internet, il me semble, dans le printemps arabe. Donc du coup, c'était beaucoup servi des réseaux sociaux, mais certains réseaux avec, comment dire, vous savez, les messageries un petit peu cryptées et tout, pour éviter justement que ce soit intercepté. Et puis ils faisaient des grands rassemblements. Donc, mais Facebook, je pense quand même que c'est encore possible, même si ça commençait déjà à être compliqué à l'époque. Mais vas-y, je te laisse reprendre, excuse-moi. Ouais. Mais t'as raison, hein. Mais t'as toute une histoire façon d'internet, du militantisme sur internet qui passe par des forums, qui passe par des vieux blogs et tout. Oui, c'était Facebook avant tout. Ok, excusez-moi, fake news de ma part. C'est possible. Après, il y a eu beaucoup, les printemps arabes, il y a eu beaucoup de pays différents, du coup, beaucoup de situations différentes. Donc, c'est possible qu'il y ait eu des censures de Facebook à un moment donné sur certains. C'était en Égypte ou c'était ailleurs. Possible, hein. Mais j'ai peur de John Betty, donc vérifier. Mais voilà. Et je crois qu'il y avait les premières messageries cryptées comme Telegram et tout qui commençaient à popper aussi à l'époque. Donc, ça a beaucoup aidé, je crois. Mais ça se trouve, je me trompe de trucs. Donc, à vérifier. Voilà, tout simplement. Et à ce moment-là, tu vois, ce qui se passe en Tunisie, c'est un mouvement qui s'auto-organise sur Internet, qui fait des manifs géantes, qui occupe l'espace public pour discuter, s'organiser et faire des actions par eux-mêmes. Ça passe pas par un parti, ça passe pas par un syndicat. Leur revendication, c'est pas genre un truc long comme le bras, comme peuvent faire les partis politiques, mais il y a une crise économique, donc on veut la vie digne. Il y a un dictateur autoritaire, donc on veut la démocratie. Ah, ou sinon 3 lettres. Hein. RIC. C'est ça. Voilà. Le RIC, c'est la démocratie, c'est pareil, tu vois. Et ce truc-là de auto-organisation sur Internet, occupation de place publique, les manifestations, les revendications, machin, et ni de gauche ni de droite. Hein. En Tunisie, ils se disaient pas je suis de gauche ou ils se disaient pas je suis de droite. C'est on vit tous la même galère, on est le peuple, on veut la démocratie. Est-ce que ce n'est pas un peu la troisième voie? Je pense que c'est au-delà. C'est même pas genre. C'est au-delà de la troisième voie. Incroyable. Pardon. Vas-y. Ouais, c'est même pas, tu vois, c'est même pas genre gauche, droite, alors on vise au milieu, tu vois, c'est genre juste une autre forme de réflexion de on vit tous la même galère et donc on est tous ensemble pour lutter contre ce truc-là. Est-ce que ce n'est pas les yeux clos en puissance finalement, ces manières de penser? Je ne sais pas. Ah arrête, Yoann, je suis sûr que tu sais que je sais. Je pense que je sais que ce que tu sais... C'est pas aussi dingue que ça. Oh bah j'ai jamais dit que c'était dingue, j'ai dit que ce serait la base en fait quoi. Moi j'ai toujours dit y'a rien d'incroyable. Regarde mon interview chez La Pierre, j'ai dit moi j'ai rien d'incroyable hein, dans mon concept. Elle est sortie. Mais oui. J'ai dit moi y'a rien d'incroyable dans mon concept. J'ai dit moi pour moi parler avec des gens ça me paraît la base quoi. Et quand ça va pas bah tu discutes quoi. C'est genre
voilà. Mais il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. Mais surtout, je crois que, surtout en France, tu vois, à partir de... attends, je vais finir sur mes... après, on parlera clivage de droite. Vas-y. En gros, ce truc-là très particulier qui n'existait pas avant, avec les gens qui se mettent en mouvement, c'est ça que nous, au Canard, on appelle le peuple. Tu vois, c'est pas genre le peuple, les Français, ou le peuple de sang, ou le peuple, je sais pas trop quoi. C'est genre tous ces gens qui se mettent en mouvement et qui deviennent des acteurs politiques, qui commencent à se bouger, qui sont pas de gauche, qui sont pas de droite, qui sont pas des partis, qui sont pas des syndicats. Genre, c'est tous les gens qui sont dans la rue, qui réfléchissent, etc. Ce qui s'est passé en Tunisie, s'est passé dans tous les pays arabes, précisément parce que tous les pays arabes vivaient la même crise économique et étaient connectés avec Internet, et du coup ça a produit exactement la même chose. Ensuite, il s'est passé exactement la même chose avec les indignés en Espagne en 2012. Je sais pas si tu te souviens un peu de ça. El Indignos, oui, je me souviens. Et eux, c'était pareil, c'était occupation d'espaces publics de fou pour discuter entre nous, c'était pas genre gauche, droite, machin, les partis, les syndicats, non, c'était nous le peuple. Mais est-ce qu'on n'est pas encore l'élite. trop à l'aise en France? Est-ce qu'on n'a pas encore un peu trop de confort? Est-ce qu'on n'est pas un peu trop bien, contrairement à la Grèce, d'autres pays que tu cites et tout, ils étaient quand même un peu dans la hesse, quoi. Bah, ils étaient dans... moi, j'ai envie de te dire, ça a pété avec les Gilets jaunes, avec d'ailleurs exactement la même chose qu'en Tunisie, exactement la même chose que les indignés, aux États-Unis ça avait pété, etc. En fait, partout dans le monde, il y a le peuple qui intervient, ce nouvel acteur qui intervient, auto-organisé sur Internet, ni de gauche ni de droite, qui occupe l'espace public, qui discute entre eux, qui nique ses représentants. Pas de représentation, c'est important aussi, tu sais. Bref, tout ça, ça se répète partout. Ça marche sans représentation? Spontanément, c'est ce qui se fait. Après, je pense qu'il va falloir... c'est ça. On constate que c'est comme ça que ça se passe. Après, il va falloir évoluer aussi et essayer d'apprendre de nos erreurs. Ça, c'est le gros enjeu. Mais du coup, quand moi je dis les gilets jaunes, les gilets jaunes, les gilets jaunes, en fait, je fais pas que référence à ce qui s'est passé le 17 novembre 2018, mes bons souvenirs. Et tu as raison, je suis très nostalgique de cette époque-là. Et je fais pas que référence à ça. Je fais référence en fait aux dizaines et dizaines révoltes exactement pareilles que les gilets jaunes qui s'est passé partout dans le monde ces 15 dernières années. Parce qu'en fait, c'est comme ça que maintenant que les gens s'organisent, parce qu'il y a Internet, parce qu'il y a les crises mondiales, parce qu'il n'y a plus trop de personnes qui croient au clivage gauche-droite, parce qu'en fait, c'est la banque et la finance qui dirigent quoi qu'il arrive, etc. Il y en a qui y croient encore. Alors, il y en a qui y croient encore, mais après ça dépend parce que des fois tu as des élections, du coup on se remet à se positionner sur le clivage gauche-droite, et puis après tu plus les élections, on est tous dans la même merde. Parce qu'on aime bien débattre, mais en vrai on sait qu'on s'en bat les couilles. C'est genre justement des élections, c'est comme quand il y a un match de foot, c'est genre non moi je suis Paris, non moi je suis Marseille, nique ta mère. C'est genre on est prêt à tout, c'est genre Zemmour, Mélenchon, mais en vrai à la fin on est là, on va boire un café, on boit une bière, on fume un pilon, allez vas-y frère. Enfin, en vrai. Parce qu'en fait, on est jamais les bourgeois et à chaque fois les bourgeois. Pardon. Si c'est les bourges à la télé, c'est comme des bourges à la télé. Ils font des bourgeoisies, une aristocratie mentale, on va dire. Enfin, culturelle, pardon. Ouais, si tu veux. Moi, je veux bien. Je suis pas attaché au mot. C'est bien. Mais ces gens-là, tu vois, en fait, ils essaient à chaque fois de faire des caricatures, machin. Et en fait, on n'est jamais aussi caricatural que Zemmour. On n'est jamais aussi caricatural que Mélenchon. Et alors, je concède un peu sur Mélenchon pour la pédagogie. Mais du coup, c'est beau. Hein. Belle hypocrisie, magnifique. Non, mais en vrai, je pense qu'on n'est jamais. Parce que même quand on répète les discours, en fait, on fait que répéter les discours et on pense les choses autrement. Et c'est juste que la télé nous met dans un contexte un peu d'excitation permanente, comme ça, où il faut avoir un avis sur tout, parce qu'à la télé, ils ont un avis sur tout, machin. Mais une fois qu'on a oublié un peu cette phase-là, elle est passée, et ben on commence à réfléchir de nos galères, tu vois. Et les galères, c'est tout ce qu'on a en commun, au-delà des idées, des trucs, des machins. Et je crois que profondément, beaucoup des opinions politiques qu'on a, c'est parce qu'on a vu des vidéos sur Internet, parce qu'on a vu des trucs à la télé, et c'est important, tu vois. Je dénigre pas ça, surtout le taf qu'on fait. Mais je crois que les opinions, elles changent très vite une fois qu'on se met à discuter avec des gens et qu'il y a une petite ambiance électrique, tu vois. Je pense que les gilets jaunes, ça a mis très rapidement tout le monde d'accord, même si on a été divisé pendant des années et des années par la télé et les élections. Parce qu'une fois qu'on se met en mouvement, bah en fait, les divisions de la bourgeoisie à la télé, bon, ça passe un peu au second plan, quoi, tu vois. Et on se met d'accord sur la vie digne et sur la démocratie et ça passe quoi. Oui, puis en réalité, les questionnements de la télé, on va dire, ne sont pas les questionnements des gens de base. Après, ils aiment bien regarder ça, tu vois, mais c'est pas forcément leur questionnement primaire, quoi. Alors, il y a Psychodélique qui pose une question très intéressante, c'est maintenant que le Canard a quasiment plus d'abonnés que moi, il peut reprendre le prix de la plaque tournante de la politique française. Je lui redonne volontiers le trophée. Alors, est-ce que tu as eu ton trophée YouTube et est-ce que tu veux ce trophée ou pas? On a le trophée. Tu l'as, ça y est Tu l'as, tu veux le voir?
Ah bah, c'est content. Regardez, Ouais, attends, c'est bon. c'est content. Oh, c'est mignon. Alors que, je rappelle que l'année dernière, hein, il était venu là, il avait une petite chaîne un peu comme moi, on était des branleurs quoi. Moi j'étais là, oh c'est mignon, il vient chez moi, il me fait un petit chouïa de pub et tout. Maintenant il a carrément un Alors, petit trophée en je te argent. présente le trophée du canard C'est tout. C'est une qu'on n'a boîte. pas déballé. Mais Non, c'est regarde, YouTube là. mais c'est YouTube. nul. Mais c'est nul. Bah oui, c'est nul. Mais Nul. il se fout de notre gueule. On en l'a fait. reçu, on l'a rangé. On a fait une blague. Hein Mais T'es il a pas déçu, hein. ouvert. Oui, ils l'ont pas ouvert. Oui, bah c'est malin. Laissez-les, tu vois. Il y a Mais toujours le pourquoi scotch qui est là. Tu veux le revendre sur eBay? Je sais pas, on s'en bat les couilles. Ah bah Attends, moi on je te s'en le bat les rachète au couilles, pire. un peu. Je te le rachète au pire. Tu le rachètes combien? On peut le vendre aux enchères. Le jour où on a 1 million d'abonnés, on le vend aux enchères, tu vois. Je crois que c'est interdit. Fais gaffe quand même. Ah, c'est Enfin, interdit. c'est pas que c'est interdit, mais c'est genre fais faire gaffe. Mais il y a des trophées qui se vendent sous le manteau. Et puis comme ça, je peux mettre un trophée, genre ouais, j'ai eu mon trophée, les copains. Et en fait, c'est faux, mais je me suis fait. Voilà. D'accord, donc t'as un trophée. Ok, parfait, très bien. Ouais, Et pour alors- les 100 000. Voilà. Et alors, ça fait quoi d'avoir une chaîne qui a grossi comme ça? Est-ce que tu as plus d'impact aujourd'hui sur la population ou pas du tout? Façon de parler. Parce qu'on a beaucoup parlé de ça aussi, donc. On va parler un peu de l'influence. Alors, est-ce que ça fait quoi d'avoir une chaîne qui grossit? Nous, on est un peu comme Psycho, tu vois. Genre, on a un peu atteint, pas un plafond, mais on ralentit quand même beaucoup dans la croissance qu'on a. Tu vois, Psycho, ça a augmenté beaucoup. Et puis là, à l'approche des 200 000, c'est plutôt un plateau. Et nous, on est un peu sur le même truc, tu vois. Un peu, des fois, ça prend, machin. On atteint un peu la limite, je pense, qu'on peut avoir, vu notre positionnement, notre discours qui intéresse qu'une partie des militants, qu'une partie des gens, qu'une partie des sociologies, tu trop vois. de niche, quoi. Bah, trop de niches, ouais. Bah, 200 000, c'est quand même une bonne niche, C'est tu bien. vois. Ouais, mais. Mais on Regarde, les atteint, je médias. pense qu'on atteint les limites un petit peu, quoi. Si Les on veut médias- attirer les d'autres médias gens. atteint 1 million, je crois, non? Ouais, après, le Pas média, grand-chose. bon. Blast aussi, hein. Blast, il plafonne assez haut aussi, enfin, me semble-t-il. Ouais, c'est 800 000 le média, quasiment 900 000. Donc c'est même pas pour faire, tu sais, genre la concurrence, machin, mais c'est de dire, il y a 900 000. moyen, en fait, il y a toujours moyen d'aller plus loin, quoi. Ouais. Donc, Oui, je pense qu'il y a moyen, mais je pense qu'il faut qu'on change si on veut aller plus loin, quoi. Ouais, Et sans doute qu'on le fera, tu vois. Mais du coup, nous, ce qu'on remarque, c'est qu'on gagne pas forcément tant en influence au nombre de personnes, même si ça augmente, etc. Tu vois, on va pas faire genre on touche personne, mais que c'est surtout, j'ai l'impression que c'est le travail que les gens, tu vois, ils regardent beaucoup de vidéos de canards et du coup, ils évoluent intellectuellement un peu avec nous aussi. Et qu'en fait, on est plus dans l'influence des personnes qui connaissent le canard que comme qui suivent, en fait, la communauté. avec des nouvelles finalement, personnes qui arrivent, etc. D'accord. Et, vous avez- du coup, t'as il y a- un- Vas-y, je te laisse terminer, pardon. Non, mais vas-y, si tu veux. J'avais demandé si tu pensais réussir à toucher. Est-ce que vous arrivez à toucher de nouveaux publics finalement? Parce que vous sentez qu'il y a un plafond de verre, donc ça se limite un peu. Est-ce que vous arrivez à aller choper de nouveaux publics, enfin, comme on dit dans le métier du PAF, de nouvelles parts de marché, tu vois. Et ainsi, quelque part, parler à un nouveau public et ainsi l'attirer peut-être dans la mentalité des canards réfractaires. Bah là, je pense qu'on ne touche pas à de nouveaux publics. Et est-ce qu'on pourrait? Oui, on pourrait, mais là, on le fait pas. Mais pourquoi Enfin, vous on le faites pourrait, plus? genre. Parce que vous le faisiez avant. Taper Mais par on exemple sur fait- des sujets très de droite, façon de parler, et aller chercher justement ce public, c'était très bien, très Ouais. malin. C'est vrai qu'on avait fait sur l'autre, comment il s'appelle, Papacito. Ouais. Il y avait les dramas Psycho, Psycho, qui avaient etc. pas mal été Mais ouais. médiatisés. Des trucs comme ça. C'est vrai qu'on fait plus trop ça. Il y a Ah, tout... En fait, si tu veux. Vous étiez dans la poubelle de YouTube, maintenant vous êtes sur la C'est table bon, à manger, quoi. Ça On y est, est- on est dans le frigo. On est trop bientôt. fort, on est trop haut pour regarder Psycho. Il est trop bas, Psycho, du coup, on le voit plus, tu vois. C'est ça. C'est triste, hein. Mais- Voilà la noblesse de YouTube. Alors, Non, vas-y, en vrai, ce qui s'est passé, c'est que aussi, il y a eu des. En gros, pour pas te mentir, au-delà de la stratégie, c'est que moi, perso, je suis un peu monomaniaque. C'est-à-dire que j'ai des sujets que je vais, genre, être à fond dessus pendant 2 mois et après, je vais passer à autre chose. Mhm. Et du coup, on a recruté aussi une autre personne qui travaille avec moi sur les vidéos, qui s'appelle Debbie, et avec qui est pareil aussi, tu vois, un peu dans la même mentale de monomaniaque et tout. Et du coup, en fait, on se monomaniaque plus sur des sujets en fonction de ce qui se passe, tu vois, genre sur l'international, à un moment donné, on disait, ouais, il faut que le canard soit la première chaîne internationale, tu vois. Et ça a duré pendant 2-3 mois, et puis après, on est passé à autre chose, et là, ça fait 2 mois qu'on fait que des vidéos sur les Faites- syndicats, le mouvement D'accord. social, les trucs, alors qu'avant, on Faites faisait des sujets troubles psy, quoi. politiques. Mais alors, Pardon aller voir un psychiatre, c'est pas plus utile, du coup. Je sais pas. C'est Bah du coup, non. vous passez du coq à l'âne, quoi, genre. Mais oui, Ouais, mais ça la dépend de première la chaîne situation. Gilets jaunes, la première chaîne machin, la première chaîne bidule, no Mais cap, c'est- truc mais oui. chouette, tap, cap, Ouais, pouf. putain. C'est Ouais, vrai t'as qu'il y a été la gauche no-cap, no-cap toi. aussi. Hein? Parce que, tiens, parlons-en 2 secondes, là, l'instant drama. Ça fait longtemps que vous avez pas fait des trucs avec Dani Raz, qu'est-ce qui se passe, là?
Qu'est-ce qui se passe Non, mais avec parce les que vous êtes mocaps pas au courant de tout. Bon, il y a Bouteillard et tout. Qu'est-ce qui se passe? Non, on n'est pas au courant. Bah, justement, la Vous êtes France pas au veut courant de savoir. tout. La France veut Mais savoir. de toute façon, je vais difficilement mentir. Mais en fait, si tu veux, moi je regarde. Sortez les popcorn. Non, mais de toute façon, il n'y a rien à. Comme je disais, moi je suis un peu monomaniaque et du coup, j'avais eu ma phase d'Annie Erasmus, tu vois. C'est fini. Mais bah, alors, attends. Non, attends. Me fais pas dire ce que j'ai pas. Après, je suis un peu comme ça aussi. Je consomme, je binge-watch des trucs. Après, j'arrête. Et oui, c'est ça. pas- En fait, Mais tu regardes pareil. Dany Arras et vraiment, moi je le dis encore, je pense que c'est les meilleurs vidéastes et même les meilleurs intellectuels. Moi, c'est ma ligne. Les Genre, meilleurs c'est ceux intellectuels. qui- Non, mais là, tu arrêtes, tu forces les meilleurs Non, je te intellectuels force. carrément, quoi. Je force pas. Au niveau. Non, mais je te le dis, c'est eux qui sont les plus stimulants. Pour moi, en tout cas, tu vois. Attends, intellectuel, pour moi, oui, attends. Qu'est-ce que ça veut dire? Prenons Vas-y. les définitions. Vas-y, ta Pour moi, définition. intellectuel, c'est pas genre les universitaires, les trucs, les machins, c'est les gens qui arrivent à te faire réfléchir, tu vois. Et à te Ah, faire ça changer fait d'avis sur des réfléchir, trucs. quoi. Oui, d'accord. C'est ça. Et moi, Dany Arras, ça me fait de ouf réfléchir. Alors peut-être que vous pas, tu vois, mais moi, ça me faisait de ouf réfléchir, ça m'a fait de ouf évoluer pendant quelques mois. Et puis après, une fois que j'avais tout mangé, ça allait. T'as quel âge Mais on déjà, juste pour repréciser? 26. 26, donc il est jeune. Mais il est jeune, les copains, calmez-vous. Là, la moyenne de mon âge, on a 25, 35, 45, 55. C'est bon, calmez-vous, les gens. Oh là, les boomers, là. Tu éteins sur psychodélique, là. J'ai rien fait, moi. J'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est moi, j'ai toujours eu mon rire comme ça. Mais c'est vrai que là, je suis un peu pas bien. Je me fais opérer des chicots et tout. J'ai la gorge rafalée, les copains. Donc, ok, donc pour toi, les meilleurs intellectuels. Ouais, ça coûte cher. 560 balles, là, la dernière fois. C'était hier. Ça picote. Mais je vais me souvenir du prix d'une couronne toute ma vie, je crois. Honnêtement, les gens là, ça va être gravé dans mon esprit. 560 balles, tout le temps. Je vais le voir dès que je vois un mec une couronne. Ah, toi, t'as payé 560 balles, c'est ça? Enfin, ouais, t'es fort, ouais, je sais, je sais. Je lui connais. En implant 1004, ouais, t'inquiète, je sais. Bref, j'ai pas encore les moyens d'un implant. Si vous voulez me payer un implant, je suis preneur. Donc pour toi, ouais, donc c'est des gens qui t'ont fait le plus réfléchir. Mais genre aujourd'hui, Ouais. pourtant, tu tombes sur des intellectuels, tu regardes sûrement des trucs comme ça. Donc pour toi, c'est les Je pense ça. meilleurs sur la plateforme Twitch, en fait, c'est ça que tu veux dire? Ou tu veux dire vraiment généralement, Bah, quoi? Vraie question. Bah en fait, si tu veux, on va juste reposer les trucs autrement parce que sinon ça va faire... Je pense que c'est les intellectuels qui m'ont le plus influencé, le plus nourri, parmi tous ceux que j'ai regardés personnellement, tu vois. D'accord. Et du coup, moi j'ai un peu ce truc de... Ok, ils ont fait ça dans ma vie et tout. Et après, c'est vrai qu'on n'est pas destiné à être potes, Dany Raz et moi, tu vois. On Ah n'est ouais. pas destiné à faire des trucs ensemble, je pense, Ah ouais. en vrai. Mais par contre, là on va en parler après, mais C'est le on point a de fait rupture, des... quoi. Bah, il n'y a pas de rupture, mais il n'y a pas eu de relation consommée non plus, quoi. Ah. Mais après, il y a plein de... Il y a un peu le truc de Le Canard et Zawa, c'est quand même des trucs qui se ressemblent, c'est des gens qui charbonnent, qui créent leur organisation, machin, qui embauchent les copains, des collectifs qui se montent, etc. Il y a beaucoup de parallèles qui se font avec, entre Canard et la Zawa. Mais par exemple, là, il y a des... On va en parler après, du coup, nous, on a préparé des scènes qu'on a faites le week-end dernier. Et du coup, à ce moment-là, on avait besoin de conseils. Et du coup, on est allé voir, on allait les voir pour leur demander, ouais, si vous avez des conseils, des trucs, des machins. Tu vois, ils ont été trop cool, ils ont accepté, ils nous ont donné des billes, etc., qui nous ont permis de bien faire les trucs. Des billes. Donc tu vois, des billes. Genre avec des Des billes, tu fais techniques. des... Ah d'accord, ok. Avec Des des techniques, billes, tu tu fais pas grand-chose. Hein. C'est compliqué. Et du coup, quand on a Tout à l'heure, il y a besoin, quelqu'un tu dans vois, le chat ils qui se disait font. il est vraiment trop con celui-là. Oui, je suis débile. Excusez-moi. Vas-y, je te laisse reprendre. Excuse-moi. Les bibis de Dany Raz qui t'ont aidé pour avoir des tips. Et du coup, qu'est-ce qui s'est C'est passé? ça. Bah voilà, du coup c'est un peu une relation, un peu si vous voulez parler de relation et de drama entre machins, c'est genre bah, quand il y a besoin on est là quoi. Et le jour où eux ils auront besoin de canard, et ben on sera là quoi. Et la prochaine fois, Mais faut c'est- envoyer Kali en reportage sur la révolution en Corse. Voilà. Oh, Et putain, vous lui offrez une Révolution en caméra Corse, ça va être quelque 4K. chose. Hein. Ah bah voilà. Ce sera magnifique ça. Et Kali en reporter de guerre, j'attends grave de voir ça. Et il chante, tu sais, il fait Youpi 2000 comme ça avec son enceinte. Il passe dans les champs de guerre. Ah, tu sais pas qu'il fait du rap, Kali? Si je sais qu'il fait du Ah, rap. t'as kiffé ou pas? Moi je suis pas client de ce rap là. Ah, bah voilà, tout de suite. Moi j'écoute du PNL donc... Ah oui, mais forcément, ça écoute les petits Voilà. singes et les Wistiti du Roi Lion, là. voilà. C'était ça, un Timon et Pumba, Moi j'écoute excusez-moi. PNL et Saez donc voilà. 16 oh, non, mais Bah, t'es bien sûr. sérieux? Dans Bien les sûr. Beaufort de Saint-Honoré, je l'ai bien vu. Ouais, il te le fera mieux que moi, Greg. Hein. Il te fait très bien Damien 17. Tu vas kiffer. C'est comme Damien 16, Ok. mais voilà, c'est. Bref. C'est vraiment bien. Quoi? Il imite plutôt mieux que moi. Hein. Moi, je sais pas faire, mais lui, il le fait. D'accord, bah je lui demanderai. Et voilà, bah, il te fera Damien 16 ou sinon on se l'écoutera tout Grand à l'heure en plaisir. pause. Tiens, j'ai Monsieur Pollux, pendant que je vais aller me faire un café, qui a des choses à dire, il est pas content, lui aussi. Quoi je Pourquoi pense pas que- content Je sais pas, parce qu'il y a JSPC qui vient tout à l'heure, donc du coup je suis dans la thématique, t'es pas content.
T'es pas content, on est d'accord? Moi, je suis toujours heureux, mon ami. Non, t'es pas content. Donc voilà, il est pas content, il est drogué pour oublier, donc il croit qu'il est heureux, mais il est pas content. Et, et du coup, je crois qu'il voulait intervenir. Donc je te laisse la parole, monsieur Pollux, avec notre cher Johan. Ouais. Tout à l'heure, tu as parlé des syndicats et surtout content. de ce qu'ils devaient se dire par rapport à la guerre en Ukraine, par exemple, ou des sujets géopolitiques extérieurs. Pourquoi, en fait, pourquoi tu demandes ça à des syndicats? Je demande pas ça aux syndicats. Je constate que les syndicats ne peuvent pas prendre ou ne prennent pas position là-dessus et qu'ils pourront pas régler ces problèmes-là. C'est tout. Et que du coup, c'est en contradiction avec la situation dans laquelle on est. Mais c'est pas la responsabilité des syndicats. Je pense que les syndicats, ils seraient mal placés de dire il faut telle politique, machin, parce que sinon, un syndicat, ce serait un parti politique s'ils avaient un programme vraiment détaillé, etc. Ouais. Et du coup, ce que je dis, c'est qu'il y a la guerre qui est là, qui commence à s'accélérer, il y a la Chine, les États-Unis, les provocations qui commencent à monter, on commence à comprendre que ça va pas se finir, tu vois. Et qu'en face, tu as ceux qui gèrent le mouvement social en France, qui ne prennent pas position là-dessus, qui peuvent pas prendre position là-dessus, qui ne prendront pas position là-dessus, et qui ne régleront jamais ces problèmes. Du coup, ces problèmes-là, ils restent en fait. Et vu qu'ils restent, il va falloir les résoudre d'un moment à un autre. Après, la responsabilité... C'est pas par ce biais-là, en fait, qu'il faut les régler. Par les syndicats, non? Bah non, c'est bien ça en fait. C'est pour ça que je comprenais même pas en fait le rapport entre syndicats et ce genre de choses. C'est évident qu'ils n'ont pas leur mot à dire là-dedans en fait. Mais ça veut dire que le mouvement social qu'on a aujourd'hui, mené par les syndicats, ne résoudra pas les problèmes qu'on a en France. En gros, et qu'il y aura quelque chose d'autre qui va venir après. C'est pour ça que je parlais de séquence, tu sais. Je disais, il y a la séquence syndicale qui va se concentrer sur la retraite à 64 ans, et qu'après, il va y en avoir une autre qui va se concentrer sur l'inflation, la guerre, etc. Et que celle-là, bah, ce sera un truc plus à la gilet jaune. Mais justement, tu penses réellement que ça va arriver? Parce qu'on est dans un monde où justement, par exemple, là, tu me parles des syndicats qui sont en train justement de revenir en force, mais moi, je vois pas ça du tout. Je vois un Emmanuel Macron qui a failli sur sa deuxième réélection et qui n'avait pas la majorité. Derrière, en fait, il veut passer ce truc de retraite, mais en fait, il doit justement manipuler l'opinion et contrôler justement une opposition à laquelle tu peux, à un moment donné, quand tu l'auras décidé justement de dire stop, vous arrêtez l'affrontement, et comme ça permet de passer. Les syndicats ne sont qu'un outil, pour moi en tout cas, pour le gouvernement, pour justement faire passer la colère. Tu vois, et ce n'est nullement un début de quelque chose que tu espères révolutionnaire. Mais en fait, si tu veux, je pense que c'est un début de quelque chose, mais qui va se faire indépendamment des syndicats. Je pense que les syndicats ont commencé quelque chose et que ça va les dépasser à un moment donné. Parce que eux, ils vont se casser et que nous, on va prendre le relais. Et c'est tout l'enjeu de notre travail. Toi, tu y crois en fait. Bah, c'est pas que j'y crois. Mais pour ça, en fait, il faut une tête pensante, il faut un leader. Qui enfin, tu imagines les gilets jaunes, si, est-ce que les gilets jaunes, il y avait une tête pensante et des leaders? Mais justement, c'est pour ça que ça a foiré. Oui, mais ça existait, tu vois. C'était là. Mais ça a duré 3 semaines. Ça n'a pas duré 3 semaines, les gilets jaunes. Ça a duré au moins 1 an fort. Non, je pense que ça a duré 3 semaines et après, en fait, moi, je l'ai vécu du début à la fin et je me suis rendu compte qu'à partir de ce moment-là, en fait, il y a plein de gens qui se sont dit c'est bon, on a obtenu ce qu'on cherchait, on a eu 10 milliards, on va avoir nos primes, etc. Et voilà. Mais du coup, à partir de là, tu n'avais plus ce côté un peu esprit révolutionnaire, tu vois. J'ai jamais entendu quelqu'un qui a été satisfait dans les gilets jaunes des primes Macron. Jamais. Oh, si, il y en a plein qui ont arrêté de manifester, en tout cas à partir de ce moment-là. Et en plus, on a vu un tri dans les manifestants par les gens de gauche. C'est que ça s'est gauchisé au fur et à mesure, c'est ça que tu dis? Oui, et en tout cas, ils ont complètement expulsé les gens de droite. Littéralement, toi, on veut pas te voir. Ça dépend sur quel truc, mais je pense que le fait de... Sur les ronds-points. Oui, mais je pense que quand tu commences à se lancer dans des mouvements comme ça, c'est pas forcément qu'il y a des gens sans doute de gauche qui ont dégagé des gens, je sais pas, c'est arrivé. Mais je pense que naturellement, les gens deviennent aussi un peu plus de ça. Tu vois, moi, les gilets jaunes de Guingamp, t'en avais aucun qui se définissait de gauche. Et que je pense que si toi tu les voyais, tu pourrais dire ah c'est des gauchistes machin. Sauf qu'au début en fait ils étaient pas de gauche. C'est juste qu'en fait à force de parler, à force de faire des réunions, à les force de droitards sont devenus de gauche, c'est ça. Non, c'est pas que mais en fait il faut se sortir de la tête que... C'est rigolo. Mais non, mais c'est pas droitard ou gauchiste, c'est juste des gens qui s'organisent
et qui du coup se disent ah, ok bah là on est contre l'essence machin, mais en fait c'est plus grave, en fait il y a un système politique derrière, du coup on va être pour la démocratie. Du coup toi tu regardes ça de loin, tu dis en fait c'était des droitards qui sont devenus des gauchistes. En fait non, c'est juste des gens qui ont réfléchi et qui sont parlé et qui sont devenus et qui se sont dit bah ok on va faire le rythme. Ça je pense que c'est toi qui te borne d'illusions en pensant que les gens sont passés de gauche, mais je te dis que réellement ceux qui s'affichaient en tout cas de droite, on les a expulsés. Littéralement, moi j'ai vu des trucs de fou et des gens qui sont passés à gauche lors des gilets jaunes, il y en a pas tant que ça. Je te garantis. Mais les mecs qui arrivaient en mode syndicaliste ou en mode partisan, je te dis aussi, se faisaient dégager des gilets jaunes au début. Hein. Alors les syndicalistes, oui. Mais les mêmes partis politiques, hein. Moi ça se comprend. Moi j'ai vécu. Ouais, les partis politiques, oui aussi. Après, il y a plus grand chose dans les partis politiques. Après, les gens ils se disaient oui, je fais partie par exemple du Front National, mais pourtant je suis gilet jaune. Il y en avait des gens comme ça, tu vois, mais ils n'étaient pas là en tant que Rassemblement National. Tu vois. Ils étaient là en tant que les gilets jaunes, quoi. Ouais, voilà. Après, faut voir. Dans l'idée. En gros, il y mais avait tu vois, il y a les militants. Il y a les militants et puis tu as les votants. Tu vois, un mec qui a voté Front National, c'est pas un militant Front National, c'est juste quelqu'un qui a voté Front National. C'est totalement différent. Et dans les manifs, il y en avait plein des gens comme ça. Par contre, tu vois, moi je suis pas certain qu'un mouvement qui justement n'a pas de leader, parce que pour moi, pour justement mener une sorte de révolution, il faut justement certains points. Déjà, l'argent nécessaire, le moment nécessaire, le matériel et l'envie et surtout les gens. Et quand tu n'as pas justement, par exemple, une structure pour moi pyramidale ou en tout cas qui soit pas horizontale, là, pour moi, on a quelque chose qui peut mener à une révolution. Mais avant, en fait, si par exemple tu n'as pas un leader charismatique capable d'emmener ça, je ne vois pas comment ça peut marcher. Dans toutes les révolutions, tu as eu des leaders, forcément. Oui, et là, on n'en a pas en fait, parce que Boyard, c'est pas mon leader, tu vois. Il y a yeux clos, mais personne n'en veut, frère. Non, mais là, le problème. Moi, j'étais là, ouais, et tout. Les gens étaient tous d'accord. Les gens disaient yeux clos président et tout. Je suis désolé, hein. Il y a quelqu'un, mais personne n'accepte. Exactement, un éternel incompris. Éternel incompris, depuis toujours. Toi, tu me comprends un peu, mais bon, bref, c'est un autre débat. Comme pantoufle. Après, je suis pas à la recherche d'un homme providentiel forcément, mais je sais que c'est nécessaire à une révolution. Je sais pas, moi je me méfie beaucoup des. Non, il faut quelque chose qui galvanise, c'est pas pareil, c'est pas forcément. Mais moi je suis pas d'accord. Il y a beaucoup de mouvements qui sont passés où il y avait pas de leader, où t'avais pas de trucs comme ça, où les gens ils s'organisaient d'eux-mêmes. Je dis pas que ça va, qu'il faut. Donne-moi un exemple. Les printemps arabes, les gilets jaunes, Occupy Wall Street. Mulch, tu te calmes. Mulch, tu te calmes. Pollux. C'était le leader la CIA. Mais non, mais les gens, ils étaient là dans la rue, ils s'organisaient entre eux parce qu'ils avaient faim, tu vois. Que tu as eu des ingérences étrangères, ça n'explique pas tout. C'est pas la CIA qui était derrière toutes les têtes des gens. Ça, je suis bien d'accord. Mais c'est quand même la CIA qui a créé ce mouvement-là, qui pour moi était le leader de ce mouvement-là, au final. Mais attends, tu parles de leader charismatique pour galvaniser les foules, et là tu me dis la CIA qui a comploté secrètement pour organiser les foules. C'est pas un leader la CIA, c'est juste une ingérence étrangère, et ça va être difficile de savoir à quel moment. Par exemple, dans les printemps arabes, il n'y avait pas des leaders, je les connais pas, moi, j'étais pas sur place, mais je suis quasiment certain qu'il y avait des. Il y avait des leaders sur les leaders, là. C'est bon, ça. Mais non, mais je pense que de toute façon, au-delà de ça, déjà le mot révolution, je pense qu'il faut, surtout là, pour cette conversation-là, tous ensemble, il faut le dégager parce qu'on n'entend pas du tout la même chose par révolution, donc il faut parler d'autre chose. C'est une blague, révolution, oui, c'est pas du tout le sujet. Non, voilà, on parle de la manif et tout, mais c'est pas la révolution le vrai sujet. Oui, non, mais non, mais qu'on soit honnête. Non, mais il y a une espérance derrière, quoi. Mais c'est moi qui ai mis ça dans le titre, c'est bon, c'est pas le. Mais non, on l'a utilisé dans cette conversation, c'est pour ça que je dis ça. Voilà. Mais au-delà de ça, la question, c'est pas de savoir comment là, est-ce que demain, on prend le pouvoir, on renverse tout, on fait la révolution. Le truc, c'est comment est-ce qu'on avance, tu vois. Et moi, je dis, on va avancer quand on va se remettre à parler tous ensemble, on va se refaire des actions tous ensemble, et je n'ai aucune confiance en notre capacité aujourd'hui dans ce stream à trouver des solutions pour organiser la révolution. Mais j'ai toute confiance à ce que. Tiens, moi j'ai une question qui est posée parce que c'est que le tiers état qui se réunit. Ah, pas possible, je suis vite. Le tiers état. La question de Mika Watch qui a été posée aussi par Straight Between, en gros, c'est tu peux dire au Canard Réfractaire que le seul mouvement en France qui a obtenu quoi que ce soit en France ces dernières années, c'était les Bérets Rouges en Bretagne qui étaient organisés et avaient des leaders. C'est pas vrai. La retraite en 2019, on a obtenu satisfaction. Je me souviens même plus. C'est quand 2019 Si. 2019, la retraite à points avec Delevoye, machin, elle est pas passée. Je me souviens même plus, quoi. Ça, je m'en souviens même plus. On oublie vite. Hein. Je me souviens de la loi de travail, je me souviens d'autres trucs. Après, j'étais plus jeune pourtant, il me semble. Bon, bref. On a gagné ça. Et après,
Après, les bérets rouges aussi, c'était quelque chose qui avait. C'est pas que c'était pas important, mais c'était quand même quelque chose de très. Tu vois. C'est les écotaxes, machin, c'est important, d'accord, mais c'est pas le gros truc qui faisait une grosse concession non plus, quoi. Très bien. Mais après, c'est. Moi, je pense que les bérets rouges, c'était quelque chose qui. C'était pas les gilets jaunes, tu vois, mais c'était quelque chose qui ressemblait un peu à ça, quoi. Ah merde, j'ai Mais plus tu l'info. Il y a Walter Scott qui voulait te poser une question aussi. Oui. Walter Scott. Là, c'est les Incroyable la questions. radio libre comme ça. Voilà, là, c'est la partie radio libre vite fait, et puis après, on reprend le blabla. Bah, c'était la petite partie parce que je vais me faire un café juste avant, donc c'est pour ça qu'il fallait que je coupe le trou. Je vais pas te laisser tout seul, voyons. Walter Scott, tu voulais poser une question, donc c'est ton moment. C'est le moment où tu peux parler avant qu'on reprenne. Justement, Vas-y. je voulais rebondir à ce qui était dit par Pollux. J'ai pas trop compris en fait le cheminement entre les syndicats qui devraient se prononcer sur l'Ukraine. Et justement, par exemple, si je comprends bien, donc sur l'Ukraine, c'est sur un non-alignement, en fait, on est toujours sur la thèse, l'OTAN, tout ça, quoi. Et justement, là, il y a eu quand même une révolution quand même en Ukraine. Et j'ai quand même l'impression, quand même, une bonne partie quand même de certains leaders d'opinion ou de gauche ou de l'autre spectre complètement à l'opposé. En fait, on il y a pas assez de dénigre le pouces, fait là. qu'il y ait une Plus de pouces bleus, révolution s'il quand vous plaît. même en 500 Ukraine. pouces. Et on se dit bon que c'est juste un jeu manichéen entre Américains et Russes, et on oublie quand même, on met quand même de côté quand même la singularité ukrainienne quand même, je trouve. Et sur le côté, les syndicats devraient se prononcer, je comprends pas du tout en fait. Yoann, c'est à toi, effectivement. À moi là? Bah non, il parlait des questions de. Ah non, mais il c'est à la- Pollux. Non, c'était c'était sur ton avis par rapport à tout ça, je crois. Ah, c'était par rapport. Pardon, Oui, excuse-moi. oui, non, t'inquiète, Je pensais non, que c'est Pollux qui c'est allait pas la répondre. soirée de Pollux. Non, on reste dans la Je thématique, sais pas, moi, s'il ça vous me plaît. semble un débat comme non, ça, moi j'écoute. non. Vas-y, plus tard. Sur la révolution ukrainienne, tu parles de quelle révolution ukrainienne? celle de 2014, avant ça celle de 2000. La révolution orange Il y en là avait eu, ouais, voilà, la révolution orange. Ouais. En fait, voilà, et là, par exemple, il y a guerre en Ukraine. J'ai plutôt l'impression que, en fait, gauche ou extrême gauche ou extrême droite, ou même entre les deux, avec des gars comme Pierre Lelouch, etc. T'as quand même la question, en fait, c'est on oublie quand même C'est pas toute pour la moi, du coup, c'est pour singularité en Pollux. fait J'ai joué aux de jeux l'Ukraine. vidéo. C'est-à-dire, c'est bien beau de parler de révolution chez nous, etc. Il faudrait faire, mais là, t'as des révolutions dans des pays où en fait après il y a eu un élan quand même démocratique, etc. Après, c'est pas à nous de juger sur qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien. Mais après, si tu veux, on a plutôt l'impression de dire ouais, les Ukrainiens c'était des golems des Américains, etc. Enfin, c'est assez confus, et qu'à un moment donné, on oublie quand même qu'il y a quand même la volonté après d'un peuple qui veut sortir, veut aller vers d'autres horizons, etc. Et ça, on a quand même tendance à l'oublier, quoi. Et Ouais, je sais pas, je pour suis quelqu'un d'accord. qui prône la révolution, je trouve assez bizarre quand même la Alors posture. vas-y, Yoann. Bah, moi je suis un peu d'accord sur. Parce qu'en gros, dans les analyses internationales, l'impérialisme et tout, machin, tout ça, on oublie le troisième acteur qui est le peuple en général, et que lui aussi il s'organise, que lui aussi il fait des trucs. La question ukrainienne, c'est aussi la question du peuple ukrainien, mais c'est aussi la question des ingérences. En fait, c'est comment on articule les deux. Parce que oui, le peuple est un acteur, mais aussi les États-Unis le sont, et aussi la Russie l'est, tu vois. Et c'est en combinant les trois qu'on arrive à comprendre ce qui se passe en Russie. Mais on oublie souvent le troisième acteur, le peuple, c'est sûr. Et surtout, ça crée un peu, moi ce que j'aime pas trop, c'est que quand on fait des analyses internationales, des analyses économiques, etc., par exemple, on va dire la confrontation entre la Chine et les États-Unis et parler de toutes les conséquences que ça va avoir, la guerre commerciale, la guerre militaire, machin, tout ça. Et du coup, on va avoir l'impression que tout est décidé par eux et qu'il n'y a pas de contradiction dans ce qu'ils disent. Mais en fait, à chaque fois qu'il y a une action de leur part, il y a une réaction en fait du peuple. Et ce peuple-là, il peut changer la donne. Et c'est là-dessus qu'on peut espérer justement que les choses changent et que l'histoire qui est écrite par les États-Unis et la Chine, si on prend cet exemple-là, ne va pas aboutir parce qu'il va y avoir des révoltes qui vont être menées dans les pays, parce qu'ils vont subir les crises économiques, parce qu'ils vont subir la financiarisation, la désindustrialisation, etc., etc. Et souvent, on oublie ça, ce qui fait qu'on reste dans une espèce d'apathie où tout est déjà écrit en avance par des superpuissances mondiales et que nous, on n'a plus rien à faire et qu'on angoisse tout seul derrière nos écrans. Alors qu'en réalité, il y a des choses à faire parce qu'à chaque fois qu'il y a des crises économiques, en fait, on a l'opportunité de faire bouger les gens, d'organiser les gens, etc., etc. Et c'est pour ça que c'est... Justement, là, la question depuis 2014 et puis même avant avec la Révolution Orange, j'ai plus la date en tête, mais en fait,
t'as quand même un pays qui, déjà, il y a eu l'éclatement de l'URSS en 91, en fait, veut voler de ses propres ailes. Donc, du coup, sort de l'influence russe, etc. Et donc, du coup, et donc là, la Russie ne veut pas du tout parce qu'elle considère que c'est encore son pied carré. C'est quand même assez intéressant parce que du coup, c'est quand même un espèce de pays, enfin, du coup, qui avait quand même un empire et n'accepte C'est pas, des en fait, sa boomers. décolonisation. Et typiquement, en fait, on Oui, est quand même oui. là, quoi. Mais après, Et- tu as des enjeux commerciaux qui sont énormes derrière la guerre en Ukraine et qui sont bien plus forts que les sentiments qu'on peut donner à la Russie qui n'existe pas. La Russie, ça n'existe pas. L'Ukraine, ça n'existe pas, tu vois. Et qu'on peut leur donner, c'est pas juste des gens qui veulent pas décoloniser ou c'est pas juste des gens qui se croient être un empire, tu vois. Il y a des intérêts commerciaux qui sont énormes derrière aussi cette guerre en Ukraine. Non, mais, oui, mais lesquels, par exemple? Bah, par exemple, au niveau du. J'expliquais ça dans la vidéo l'avant-dernière, après avant. Genre, par exemple, la guerre en Ukraine a permis de justifier les sanctions, ce qui a permis aux États-Unis de vendre leur gaz de schiste qui est 5 fois plus cher que le gaz russe à l'Europe, et qui a permis à la Chine de mettre main sur le gaz et le pétrole russe en passant directement par les terres et en étant du coup indépendant de tout ce qui se passait par la mer de Chine, qui est contrôlée par les États-Unis. Du coup, et la Chine et les États-Unis ont réussi à avoir des intérêts par rapport à ça, et c'est pour ça que les deux entretiennent la guerre, notamment les États-Unis qui envoient des milliards et des milliards d'armes là-bas. Non, après, il y a Ils aiment bien la livraison guerre, d'armes, en tout cas. mais c'est. Ah, ils aiment bien, ça rapporte. Ouais, c'est leur kiff. Ah, vas-y, Mais Walter Scott, je te laisse conclure. les sanctions, c'est Dernière quoi en question. fait C'est-à-dire que c'est un outil pour permettre de sanctionner un pays dans une guerre, sachant que là, tu vas pas aller en confrontation directe. Et en fait, d'ailleurs, s'il n'y avait pas eu, voilà, en fait, c'est encore une fois, c'est le serpent qui se mord la queue. S'il n'y avait pas eu la guerre en Crimée qui a abouti après à des sanctions et puis ensuite en 2022, en fait, il n'y aurait pas eu de sanctions. Et je pense que les Américains, après, à un moment donné, je pense qu'ils auraient été très tranquilles aussi ils se focalisent sur la Chine. Donc, à un moment donné, oui, après, ils veulent peut-être asseoir leur hégémonie peut-être en Europe. Ok, ça là-dessus, je veux bien le concéder. Mais à un moment donné, c'est quoi on laisse du coup les Russes. Je suis pas sûr qu'après en Europe, l'intérêt c'est de dire de laisser faire un tel ou un tel et d'être là en tant qu'Européen, en simple spectateur. Bien sûr, mais la question c'est pas juste est-ce qu'on est ultra pro-américain ou est-ce qu'on fait rien, tu vois. Mais par exemple sur les sanctions, tu dis c'est pour sanctionner un pays, oui et non. Genre l'expérience de Cuba, je sais pas si on avait parlé de ça à Cuba, non, ici, j'imagine, Ouais, à un moment donné, voilà, quand c'était ma monomaniaquerie Cuba à un moment. Et bah du coup Cuba, eux, petite ils question, ont réussi t'as à... des news du vaccin enfin c'est juste une boutade, mais t'as des news du vaccin cubain ou pas? Cuba? Non, je me suis pas plus intéressé que ça après la séquence là. Mais en tout cas, ils ont pas l'air tous morts, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Oui. Ça veut dire que ça marche. Cuba, eux, ils ont réussi à survivre sous un blocus, donc c'est-à-dire des sanctions énormes états-uniens seuls, alors que tu penses bien que la Russie, avec la Chine, avec l'Iran, avec le Venezuela, avec Cuba, avec tout ça, ils vont survivre à ces sanctions-là. Les sanctions, en fait, c'est pas juste pour sanctionner, pour essayer d'éviter la guerre. Les sanctions, ça permet de dessiner un nouvel ordre économique où tu vas avoir deux blocs. Un bloc avec une économie parallèle avec la Chine, la Russie, l'Iran, etc. et les États-Unis avec l'Europe et machin. En fait, les sanctions, c'est pas juste pour essayer d'empêcher la guerre, c'est juste pour créer des zones d'influence comme ça. Et toutes les conséquences de la guerre en Ukraine, ça va dans le sens de création de ces zones d'influence-là, avec des économies qui se font en parallèle. On sait qu'il va y avoir une guerre à Taïwan, par exemple. Tu sais. Taïwan, là-dedans, ils ont des fabricateurs de micropuces qui sont les plus élevés au monde, tu vois. 10% du marché. Il y a un souci, mondial. Mikabe, ouais. Et en plus, c'est ceux qui sont les plus performants. C'est les meilleures entreprises, c'est là-bas. Et du coup, ils savent qu'il va y avoir une guerre là-bas, qu'à un moment donné, la Chine ou les États-Unis vont appuyer sur le bouton rouge. Et donc, qu'est-ce qui se fait en parallèle? Tu as des investissements de plusieurs milliards en Chine et aux États-Unis pour construire les usines qui sont à Taïwan. Tu vois ce que je veux dire? La menace de la guerre permet, dans les conséquences, de créer des blocs avec les États-Unis qui vont pouvoir fournir des micropuces pour toutes les voitures électriques, les machins au niveau européen et au niveau états-unien. Et en Chine, exactement pareil. La menace de la guerre, et notamment la guerre en Ukraine, permet de construire ces zones d'influence. Et c'est vers là où tout pointe, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que même la question de la Russie et de l'Ukraine dans le conflit mondial, et c'est pas qu'elle est... elle est importante parce que c'est ça qui est le déclencheur et que ça a détruit des millions de vies. Mais il faut voir les conséquences de ce truc-là. En dehors de la guerre militaire, machin, il faut voir les conséquences de ce truc-là et c'est comme ça qu'on arrive à analyser. Et on va faire une vidéo là-dessus dans pas longtemps. Abonnez-vous. Quelle publicité incroyable. Vas-y, Walter Scott. Donc oui, il y a des conséquences.
Mais en fait, après, je sais pas, Ah. t'as quand même un biais de confirmation. Walter Scott, s'il te plaît. Par contre, j'aimerais que tu ailles sur une sorte de conclusion, si possible. Bon, après, non, j'avais pas plus de questions que ça. D'accord, bon, bah, on va pas étirer pour étirer alors, les copains, il faut savoir conclure. Ah, cool. Parce qu'il y en a pas Merci, mal de choses Walter encore à Scott. évoquer, malheureusement. C'est cool. Et merci, Walter Scott. Et merde, en Australie, mais on va pas aller en Australie non plus, putain, le chat là. Oh, on se concentre. Ils sont un foot en Australie. On reste en France, on est très bien en France, Mais oui. c'est tempéré, calmez-vous. Bon, un petit peu moins en ce moment, mais voilà. Ah là là. Bon. Big Flo et Oli sont morts, mais TTF1. C'est quoi ce chat? Incroyable. N'importe quoi. Sale trou. J'ai envie de vérifier du coup. Attends, je vais vérifier. Mais non, ils sont pas Attends, morts, mais si- qui est con, mais ils peuvent pas être morts, mais... Oh, mais c'est pas possible. Non, mais accident de voiture, j'en sais rien moi. Ça peut arriver, hein. Oui, genre, ils t'imagines, ont non croisé Pierre Palmade, quoi, c'est ça. Ah ouais, toi t'étais à fond dans cette histoire. Moi j'ai rien suivi de Bon, à Pierre fond, Palmade. moi. non, j'ai traité vite fait 3 fois du sujet, je crois. Bon, ça reste pas beaucoup, hein. J'ai pas non plus fait 10 000 vidéos sur le sujet. J'ai fait 3 ou 4 vidéos, quoi. J'ai dû faire un live Ouais. sur le sujet, ou 2, et 2 D'accord. vidéos maxi, quoi. Non, c'était pas non plus... Non, les gens, ils sont partis en mode full complotiste dessus. Moi, j'ai traité la news, et après, quand on a vu que c'était fake, c'était faux, bon, on a dit non, c'est faux, on a fait un démenti, quoi. Travail de D'accord. journaliste, vois-tu, voilà, Voilà, on est l'habitude. intègre. On est Hein. intègre, exactement, il faut être intègre. Au minimum, quand même. Mais alors justement, peu. en parlant de journaliste et d'intégrité, qu'en est-il du coup de... Voilà, on a un mouvement social d'ampleur, semblerait-il. En tout cas, pour ceux qui y participent, Oui. c'est sûr. Après, pour d'autres, Oui. peut-être moins, ça va dépendre du point de vue. Mais derrière, on a des influenceurs. Ils sont juste morts artistiquement, mais ont-ils déjà été vivants? C'est joli, psychodélique. Toi, t'as fait ça avec ChatGPT. Toi, psychodélique, t'as dit écris-moi un poème. Et voilà. Alors, je sais pas ce que fait Johan, je sais pas s'il m'écoute. Non, je suis là, je Ah, t'écoute. d'accord, ok. Je te dirai si je t'écoute. D'accord, Si je c'est t'écoute. Donc, je disais, voilà, il y a des influenceurs aussi. Il y a des gens, voilà, dont tu voulais parler de ça en fait aussi, évoquer ce sujet-là. On va recevoir justement après un influenceur aussi qui parle beaucoup de politique et qui interviewe des politiques et tout, Greg Tabibian. Donc, quel est leur rôle à ton point de vue, au point de vue du canard peut-être, sur ces influenceurs, qu'ils soient très politisés ou non? Est-ce qu'ils ont une part là-dedans ou pas? Jusqu'à quel point ils peuvent avoir une part, etc., etc. Jusqu'à quel niveau est-ce que Locklear a une part, n'est-ce pas? Il y a vraiment que vous qui faites référence à cette vidéo, quoi. C'est Bah incroyable. quoi? Bah tu l'as faite, c'est normal que Mais je... oui, mais je te maintiens le dis propos. jusqu'où. Je Non, maintiens c'est le ça, non mais propos. c'est fait exprès, c'est pour dire en gros, est-ce qu'un Squeezie, un Locklear, un Zerator, tout ça, est-ce que ça rentre dans la ligne du propos, quoi. Donc je te laisse dérouler. Ah, ça y est, non, par on exemple, se la branle guerre- pas comme ça, monsieur. Je réfléchis Pardon. en Ah, mais je sais faisant pas, des il y a ton gémissements bras bizarres. Oui, c'est le bras aussi qui est bizarre, parce qu'il y a un petit mouvement. Ah d'accord, pardon, je pense que c'est les gémissements qui étaient bizarres. C'est les deux ensemble. Non, tout va bien, je suis quelqu'un d'intègre. Tout va bien. Il n'y aura pas d'article sur Mediapart. Pas en live en non, tout cas, tout va pas bien. en live. Pas en live. Je sais pas, moi j'ai regardé la guerre au Vietnam. Aux États-Unis, c'était l'un des plus gros mouvements pacifistes qu'il y a jamais eu. Et c'était incroyable ce qui s'était passé aux États-Unis à ce moment-là. La place de la culture et des influenceurs du moment a été énorme dans la création de contenu, de musique, de concerts, etc. Du coup, on voit que oui, ils peuvent prendre une part et que quand ils prennent une part, il y a du répondant et qu'ils peuvent le faire. Après, est-ce qu'ils le font ou est-ce qu'ils vont le faire? Bon, bah, c'est eux qui vont décider. Mais par exemple, il y a très peu d'influenceurs qui le font. T'as un peu Billy qui dit oui, il faut voter machin. Mais t'en as très peu qui font le taf politique, en tout cas, de faire avancer les choses. Par contre, je pense qu'il y en a beaucoup qui font le taf culturel. Je pense notamment, par exemple, à Amine et Billy, qui font que, bah, en fait... T'avais d'un côté, par exemple, on a pas mal bossé dans la dernière vidéo à 2005, tu vois, les révoltes, enfin ce qu'on appelle les émeutes de 2005, tu sais. Avec, il y avait d'un côté, du coup, les banlieusards dans les quartiers, les Noirs, les Arabes qui étaient balancés là, dans un truc désindustrialisé, machin. Eux, ils étaient un peu dans leur DEL, tu vois, parce qu'ils avaient leur culture, ils étaient dans leur quartier, ils n'avaient pas de représentation à la télé, ils n'avaient pas de représentation artistique, donc personne ne connaissait vraiment leur truc. Et de l'autre côté, il y avait la population française, les blancs, les machins, les trucs, tu vois. C'était bien séparé. Maintenant, aujourd'hui, culturellement, avec le rap, avec Amine et Billy, par ce truc culturel-là, ça fait que moi, qui devrais être normalement un blanc avec une culture blanche, de ouf, tu vois, bah en fait, j'écoute du rap de Rebeu, j'écoute Amine et Billy, etc., et qu'on est beaucoup plus
beaucoup plus mélangé culturellement. Et ça fait chier d'ailleurs pas mal de personnes, mais de fait, on est plus mélangé culturellement et que du coup, ça peut nous envisager le fait qu'on lutte ensemble dans pas mal de trucs et c'est ce qui s'est passé un petit peu dans les Gilets jaunes. Donc je pense qu'il y a déjà ce truc-là de combat culturel qui est fait et qui peut se traduire politiquement. Après, sur les influenceurs politiques, ça va peut-être plus intéressant et on va dire plus de trucs. On est sur Internet et la politisation se fait sur Internet. L'organisation se fait sur Internet énormément. Ça se fait plus par les partis de masse et ça se fait plus par les syndicats de masse. Même quand tu as plein de gens qui les rejoignent, machin, dans les syndicats, il n'y a pas grand monde, c'est décidé par 3 personnes à l'intersyndicale, tu vois. Et en fait, la place des influenceurs, en vrai, c'est les influenceurs politiques, c'est ce qu'il y a de plus commun entre les gens qui s'intéressent à la politique. C'est français ce que je dis ? Oui, j'ai compris. C'est-à-dire que... Alors je vais schématiser un petit peu, simplifier les choses, même si je sais que c'est pas exactement ça, mais tu as tous les gilets jaunes qui connaissent Canard Réfractaire, tu vois. Les gilets jaunes bien déter, machin, ils connaissent Canard Réfractaire. Et en fait, c'est un des seuls liens qui reste aujourd'hui puisque les gilets jaunes ont disparu. Qu'est-ce qu'il y a en commun entre tous les gilets jaunes maintenant ? Qu'est-ce qui permettrait... Il y a un rôle central, tu vois. Alors évidemment, c'est pas tous les gilets jaunes, patati, j'exagère en disant ça. Mais tu vois, ce rôle central quoi. Qui fait que maintenant, il n'y a plus que ça qui tient le truc entre les gens. Et nous, ça nous profite directement parce que du coup, tu as des gens qui nous regardent, du coup, on peut gagner de l'argent avec, on peut se professionnaliser avec, on peut faire le travail avec, on peut rester machin. Du coup, il y a ce truc-là, mais en même temps, ce que nous, on en avait marre un petit peu, c'est que on a cette situation, on est le point central de tous les gens qui nous regardent. C'est con de dire comme ça, mais c'est vrai. Et en même temps, on n'en fait rien parce que tout ce qu'on fait, c'est des analyses politiques. Et puis à la fin, on dit ah, révoltez-vous, la révolution, machin. Bon, je caricature, mais il y a un peu de ça. Ouais. Surtout, je pense que quand toi, par exemple, Zoclo, t'écoutes, je pense que ça apparaît encore plus dans tes yeux. Et sauf qu'il n'y a rien qui se déclare après, il n'y a rien qui se fait concrètement après, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? C'est des déclarations qui se font, et ça, dans les politiques, il y en a beaucoup. Donc... Ça dépend en fait, mais effectivement, il n'y a rien qui se fait parce que les gens. Enfin, en fait, le problème, c'est que toi, tu vois tout par le spectre de la politique, comme un militant, effectivement. Le truc, c'est que, regarde, un artiste, un rappeur, qu'importe, tu vois, un peintre, machin et tout, t'es dans une galerie, t'es dans la maison de 10, t'es dans un label, t'es machin et tout, t'as des intérêts, en fait, à défendre. Ouais, tu veux pas les perdre, c'est peut-être compliqué de t'engager politiquement, sachant que ça coûte beaucoup, la plupart du temps. C'est pas forcément un truc qui rapporte énormément par rapport à ce que ça va te coûter, surtout pour un artiste, en fait. Je veux dire, le seul artiste que je connais qui fait vraiment de la politique et qui est aussi un artiste et qui arrive à produire d'autres artistes aujourd'hui, c'est Cro-Blanc en fait, quoi. Il n'y en a pas beaucoup des militants politiques. Bah si, sur les plateformes là de nous, dans notre délire, il n'y a que ça, en vrai. Ah oui, mais par exemple, t'as Medine par exemple qui fait un travail qui est ultra politisé. C'est un rappeur, mais il s'est politisé avec le temps, effectivement. Mais c'est pas pareil. Enfin, franchement, Medine, c'est un militant et c'est un rappeur, c'est les deux à la fois. C'est vrai. C'est vrai que si tu veux, allez, Medine, je te l'accorde. Allez, c'est le seul que je t'accorde. Aujourd'hui, actuellement, allez, vas-y. Ouais, je pense. En plus, Medine, ça vient de Kerry James, ça vient de Non, mais Kerry James, c'est pas engagé politiquement, c'est de la soupe, arrête. Oh, si. Non, c'est de la soupe. C'est très engagé. Et je connais très bien Kerry James, c'est de la soupe. Avant, c'était engagé, aujourd'hui, c'est de la soupe. Ce n'est pas actuel. Moi, je te parle d'actuel maintenant. Oui, sinon, je te dis NTM si tu veux, mais NTM, non, je dis Demain c'est loin avec Ayam si t'as envie, mais c'est loin, Funky Family si t'as envie. Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Les Beastie Boys. Mais justement, Medine vient de Kerry James et du coup, lui, il hérite d'un rap qui existait dans les années 2016 qui n'existe plus aujourd'hui. Très écrit. Ouais. Rockin' Squat, c'est de la merde. Rockin' Squat, il est parti en mode New Age, les gars. Il est en mode 132 Hz là, machin et tout. Il a pété un câble, les gars, je vous le dis. Il m'a même clashé dans ses commentaires à sa chanson. Je lui dis, ouais, t'es parti en mode New Age. Il fait, non, mais je sais ce que je dis, 132 Hz, 142 Hz, je sais plus quoi là, c'est vachement bien. Oh là 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 là. Pff, quelle dérive. Non, franchement, la vieillesse est un naufrage, hein, je vous le dis, la réalité. Hein. Les copains. Surtout quand t'es rappeur. Tout le monde n'est pas Booba. Putain, assassin, quoi. Oh là là, je vous jure. Bref. Donc, et t'as pas beaucoup. Mais après, tu vois, moi, c'est un sujet culturel que je maîtrise pas trop parce que c'est un peu instinctif et tout. Et je sais pas si je pourrais tenir le truc. Mais moi, je pense que PNL fait un travail politique. Non pas parce qu'ils ont un discours politique. Il va le défoncer. Hein. Mais vas-y. Non, mais tu vois, c'est pas parce que. En fait, faut penser la société au-delà de la politique. Ça, je suis d'accord. C'est moi qui te dis ça, tu vois. Parce que PNL, c'est pas spécialement politisé, on va dire. C'est pas politique, mais par exemple, tu comprends un peu ce que c'est d'être. Tu as ce discours-là des banlieusards dans le quotidien qu'ils vivent, alors qu'avant, on l'avait pas, tu vois.
Et PNL, il raconte je ce vais lui qu'il vivait à l'époque, genre 2005-2010. À l'époque, nous, on n'avait aucun retour de ce qui se passait là. Et maintenant, putain. moi, quand je suis chez moi, j'écoute PNL et j'ai ça dans les oreilles, tu vois. Donc, il y a quand même un travail culturel qui est fait. Il y a quand même quelque chose qui transforme la société. Et c'est la société qui se met en action. C'est pas les idées politiques mais qui se mettent en action. Ouais, mais aujourd'hui, il y en a plein qui seraient d'accord pour dire que le rap ne transforme pas la société, par exemple, bah pour si. ce qu'il y a de mieux. Oui, mais pas pour ce qu'il y a de mieux. Pour ce qui est mieux, bon, on sait pas, ça dépend ce Les qu'on va gens en faire de n'écoutent pas tout ça. Medine, tu vois. Les gens écoutent PNL, les gens écoutent Kobalade, les gens écoutent. Bah, moi, j'écoute Ziak. PNL, moi. Voilà. Ziak, j'écoute plus Ziak et PNL que Medine. Hein. Oui, mais du coup, est-ce que ça fait avancer ta réflexion sur la société Ziak et PNL? Je pense. Bah, moi, ça me T'écoutes fait ça pour avancer. Alors, t'ambiancer, Ziak, quoi. non, Ziak, je pense que c'est plus du divertissement. Tu vois, PNL, je oui. trouve que ça raconte quand même des histoires. Tu vois. arrête, à l'ammoniaque. C'est genre, voilà, Ouais. à l'ammoniaque. Non, à l'ammoniaque, voilà, non, c'est mais histoire genre, de croquettes, quoi. C'est, voilà, c'est Non, tout, mais c'est deux l'histoire frères, d'un ça raconte Didi, ça. Bah, deux frères. Ouais, non, mais c'est Ouais, bon. quand même plus, tu Non, vois. mais vous surévaluez le texte, genre Timon et Pumba là dans la forêt, ça y est, c'est surévalué les copains. Non, mais t'es pas sensible à ça. Mais Mais évidemment que j'aime le bien, mec non qui mais aime, le j'adore, mec qui non, aime mais moi bien. j'adore le rap, tu vois, j'écoute des trucs, mais genre, putain, il y a Jean Robin qui est là, attends, on va donner la parole à Jean Robin vite fait après, c'est un influenceur et qui fait de la politique, mais alors par contre faut être dans le thème, hein, Jean Robin, t'as pas intérêt à dériver, hein, parce que sinon ça va pas aller. Mais en gros, je trouve quand même qu'il y a une sorte de surévaluation, et surtout t'as une sorte d'espoir dans la culture. Alors je comprends ton espoir pour la culture, c'est-à-dire tu te dis la culture peut amener, non? J'ai dois pas faire un non. espoir. Vas-y. Alors, si pour être précis, Corrige. j'espère pas que PNL mène la révolution. Hein. C'est pas ça que je veux dire. c'est- Tu te dis, faudrait que des grands artistes arrivent à prendre position. C'est pas la même chose. Je sais pas ce que j'ai dit. Non. J'ai dit qu'ils le font C'est pour pas. ça que Mais je te est-ce pose la qu'ils doivent question. le faire? Je sais pas. Qu'est-ce que t'aimerais toi idéalement, sans forcément aller dans l'utopie absolue, qu'est-ce qui te paraîtrait cohérent? Voilà, qu'est-ce qui te paraîtrait cohérent Dans comme, ma tête, qu'est-ce que j'ai comme comme action image dans pour la ce tête genre de personnalité qui serait extrêmement importante et qui représenterait quelque chose que ce soit pour les jeunes des quartiers, machin et tout, voilà. Qu'est-ce qui serait intéressant et pertinent à tes yeux, c'est de manière subjective? D'expérience, les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, il y avait quelque chose d'intéressant, c'est que moi je m'en foutais. Jean Robin, il vient Ce tout qui le est temps important, maintenant. c'est pas forcément les gens qui prenaient position avant Faut que je sur clash. le truc politique et tout, c'est qu'au moment des Gilets jaunes, t'as eu des rappeurs des banlieues qui ont fait des textes sur les Gilets jaunes et qu'on a retrouvé partout après, tu vois. Parce qu'au moment donné, ils ont pris position parce Ah qu'il ouais. y avait un mouvement social et ils De nous quoi, ont Gilets donné jaunés des sons qui étaient bien. Gilets jaunés, et t'avais d'autres. Alors moi j'écoutais pas ça, mais t'avais Acte 1, Acte 2 de je sais pas trop qui là. D'un rappeur dans le Lézard aussi qui faisait ça. Mais après, tu vois, c'est la va pas position percer, quoi. artistique de nous donner des hymnes, de nous donner des chants qu'on va pouvoir réutiliser après, tu vois. Mais c'est pas Comme des ça s'est passé hymnes. avec la. Un hymne, avec c'est le pas dessin. ça. Un hymne, c'est quelque chose de simple, quelque chose qui chante super simplement. Mais si Gilets tu veux, jaunes, à la mais le limite, li- tu vois, si tu veux, mais Gilets jaunes, je le vois très mal sur un champ de bataille, tu vois. Non, mais un Les hymne, Gilets un jaunes, c'est un si champ tu de préfères. bataille. Là, il aurait fallu une sorte de, tu vois, de Marseillaise, la on chantait la Parisienne, Marseillaise. tu vois, j'en sais rien. Ah, mais on chantait la Marseillaise. La Lyonnaise, Non, mais- salut Yann. Je sais pas. Oui, chantier la Marseillaise, c'est vrai. Mais voilà, Ah. il faut des trucs comme Mais ça. tu me poses la question. Moi, je pense que ce serait bien que des artistes prennent position au moment où il va y avoir un mouvement social. Par exemple, pareil, Nekfeu qui était. Après, c'est des petits exemples comme ça, mais Nekfeu qui était venu en manifestation et qui faisait des références de trucs après, tu vois, ça fait mélanger les choses, quoi. Après, Oui, ça, c'est intéressant, ça aide, mais oui, ça je pense aide. que l'essentiel du travail concret d'organisation, ça va pas se faire par les artistes. C'est pas les artistes qui vont faire des réunions, c'est pas les artistes qui vont faire des assemblées générales, c'est pas les artistes qui vont réfléchir sur les revendications, etc., etc. C'est clair. Et, Donc moi, j'ai pas beaucoup d'espoir, j'attends pas des artistes qu'ils fassent des choses incroyables et je vais pas attendre qu'ils le font pour agir, quoi. Je suis pas dans un truc, oh, vas-y, prenez position, là, faites de la politique, patati patata. Je pense que ce qu'ils font, c'est déjà ouf. La scène de rap française est déjà incroyable. Et après, c'est à nous de faire le taf à côté. Mais je suis pas dans un truc de reproche ou je sais pas trop quoi. Alors, Greg va arriver, vous inquiétez pas. Il est au resto. Bon, attendez, je vous révèle le truc. Il est au resto, il va vous expliquer. Il est au resto avec de la famille, il avait oublié ça. Donc, il y était à 19h, là, manger. Donc, le temps de manger et tout, bah voilà, il va arriver un peu plus tard que prévu. Donc, voilà. Et donc, pour l'instant, bah, on fait la soirée avec Canard. Donc, celui qui m'a demandé où était Greg, bah voilà, il a répondu. Et le Canard, Johan, est avec nous pour parler pour l'instant d'influence. Et du coup, alors, on a des Awaprod, on a toutes sortes de gens qui faisaient la politique. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens de gauche. Enfin, il y en avait, mais voilà, ça a été compliqué. Bah, dont Dany, qui était présente déjà depuis le début, on va dire. Et qu'en est-il pour toi de tout ça? Et pareil, leur influence, d'ailleurs, on en parlait vite fait pour toi, ce qu'ils ont inspiré, mais finalement, l'influence de tout ça. Et même, on peut étendre le truc sur d'autres, peut-être, influenceurs. Qu'est-ce que tu penses du paysage politique twitchien et En ce youtubien? moment-là? Ouais, parce que c'est un peu pauvre, je trouve, en ce moment.
Moi, je suis un peu d'accord avec toi. C'est pauvre et assez inintéressant. Moi, je regarde plus du tout de contenu politique sur Internet. Alors après, évidemment, je fais ça toute la journée, donc j'ai autre chose à faire, tu vois, quand je ne fais pas ça. Mais je regarde très peu de trucs. Je regarde un petit peu les rediffs que font les moments forts que font Dany Arras. Et c'est tout, hein. Même les Usul, je regarde plus. Tabibian, j'ai jamais vraiment regardé. Machin. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se répètent. J'en ai regardé quelques-uns, mais j'ai pas accroché à l'humour. À l'humour et tout ça. Et évidemment, si t'accroches pas à l'humour de Tabibian, bah c'est comme l'essentiel de son travail. avec Tabibian, tiens. Je sais pas trop les points de désaccord. Je pense qu'on va les évoquer après. Moi, je suis plus. Je suis plus comme j'avais pu l'être avec Psycho. On va essayer de présenter les choses comme ça pour essayer de rester dans la méta yeux clos, tu sais. Tu sais, avec la méta politique, pas de soucis, mais vas-y, comme avec Psycho. Non, mais comme ça, on s'adapte un peu, c'est bien. Mais tu sais, moi, j'avais fait un truc avec Psycho à l'époque, il y a genre 1 an et demi, tu vois. Et même si j'étais pas le pire, et même si j'étais pas Bad Mulch, tu vois, j'étais un peu en mode, vas-y, il faut essayer de convaincre Psycho de faire des trucs politiques, tout ça, parce qu'il a une responsabilité, patati patata. Ça, c'est un peu le discours que j'avais eu. Et je me souviens bien. Juste une question, pourquoi Bad Mulch? Parce que Bad Mulch est... Quel est ton grief? Oh, je m'en fiche. Nunuche. J'ai pas de grief, mais Bad Mulch est en mode culpabilisation et en mode on va rentrer en confrontation directe avec les gens, on va essayer de leur faire face à leurs responsabilités pour qu'ils soient de gauche, et s'ils sont pas de gauche, ils sont pas bien, etc. etc. Tu vois, il a un rapport très conflictuel avec les autres gens qui pensent pas comme lui. C'est la moindre chose qu'on puisse dire. Là encore, je le dis bien. Et encore, voilà. Mais bon, ça, il a pas de rapport conflictuel avec sa bourgeoisie, donc ça, c'est quelque chose qu'il vit plutôt bien. Mais qu'il nie fortement. Paraît-il qu'il est le fils de Jeff Bezos maintenant. Donc, trust antisocial, tu gardes ton France. Bref, on se calme. Donc, ok. Alors. Et du coup, ce truc-là, moi, j'abandonne un peu l'idée. Donc, tu sais, genre. Tabibian, moi je le regarde et je dis pas putain il devrait faire ça, ou putain cet enfoiré il dit cette idée là, machin. Il dit son truc, moi je dis mon truc, et que tout ce que lui il ne fait pas, bah moi j'essaie de le faire, quoi, tu vois. Je suis pas dans le reproche ou le truc, c'est on construit, on a les outils pour le faire, on le fait, tu vois. Et puis tu te construis pas en opposition avec Tabibian, qu'on revienne un peu dans le truc, parce que tu le regardes pas souvent. Ouais. En fait tu connais Tabibian un peu? J'ai regardé. Finalement, enfin en vrai. J'ai dû regarder un live ou deux, j'ai dû regarder quelques émissions. J'ai un peu regardé. Il faisait des interviews là avec des gens qui étaient un peu intéressants. Je trouvais ça bien parce que du coup il faisait parler d'autres gens. Qui du coup là c'était un autre ton que ces vidéos, notamment avec l'autre qui parlait des présidents de la 5ème République là, qui était je trouvais plutôt intéressant, même si on n'est pas d'accord ou pas, tu vois. Mais je suis sur un truc de il fait ses trucs, moi je fais mes trucs et puis voilà quoi. D'accord. Très bien. Et alors du coup Dany Arras, tous ces influenceurs politiques, du coup tu trouves que ça n'a pas évolué? Qu'est-ce que tu vois comme avenir là-dedans? Est-ce que je pense qu'il y a un avenir encore là-dedans? Parce que il y a une période là, la grande période des élections, ça a galvanisé tout le monde s'est mis dans la branche no cap. Oui. La droite, ça fait longtemps qu'elle a compris. La droite, elle fait très longtemps qu'elle a compris que l'entertainment c'est ce qui prime d'abord, et que si tu ne fais pas ça, soit tu fermes ta gueule, et si tu fais pas d'entertainment en partie, bah t'as intérêt à faire de la bonne info, mais c'est compliqué à faire, donc tout le monde peut pas le faire. Donc certains qui ont les moyens vont le faire, et puis la droite sinon elle est divertie quoi, c'est normal. Elle a compris que ça sert à rien de faire que du sérieux tout le temps. Tout ça, d'être chiant, quoi. C'est chiant. Et surtout à l'extrême droite comme à l'extrême gauche en fait, où c'est des idées très radicales, machin et tout. Donc des fois t'as envie de légèreté. Et du coup, à gauche, il y a eu cette grande effervescence et j'ai l'impression que tout le monde pensait que ça allait durer longtemps, tu vois. Et en fait, ça c'est beaucoup redescendu, à part peut-être pour Dany Arras qui garde une certaine hauteur, Usul forcément parce que c'est un peu des piliers, mais tous les autres forcément c'est redescendu par l'effervescence des élections. Ouais. Et du coup, est-ce que tu vois un avenir de tout ça ou pas? Parce que toi t'as réussi à perdurer pour l'instant, t'as même bien évolué. Et tu dis que c'est un peu dur, il y a la plateforme verte, donc comment tu vois un peu l'évolution partout sur les autres plateformes? C'est une bonne question, est-ce que je serais... je pense que déjà ceux qui restent, c'est ceux qui ne parlent pas qu'aux militants et qui essayent d'apporter une plus-value avec le discours qui existait déjà. Je pense que ceux qui... Tu parles de ceux qui sont fait éjecter après l'élection présidentielle parce qu'en fait la ferveur militante est passée. En fait, eux, on les écoutait plus forcément parce qu'il n'y avait plus de nouveaux trucs qu'ils apportaient, tu vois. Il n'y a plus d'intérêt, ouais. Il n'y avait pas d'intérêt, il n'y avait pas d'utilité, tu vois. Il n'y a plus de vrais... Il n'y a plus de vrais enjeux, voilà, on va dire. Et il n'y a plus de vrais enjeux et surtout, eux, peut-être qu'ils avaient de l'importance
Parce qu'en fait, on était en mode, oui, bah c'est ça, il n'y avait plus d'enjeu. Mais vu qu'ils n'apportaient pas de nouveaux concepts, vu qu'ils réfléchissaient pas pour essayer d'apporter des nouvelles choses, tu vois ce que je veux dire? Parce que Dany et Raz, par exemple, tout le monde, il y a plein de gens qui les aiment pas dans le chat, mais Dany et Raz, eux, ils essayent de réfléchir. Tu vois, il y a un événement d'actualité, ils prennent pas la position dominante, ils essayent de réfléchir. Des fois, c'est cool, des fois, c'est un peu con. Mais en fait, à chaque fois que tu les regardes, il y a quand même quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Oui, C'est bien pour sûr. ça qu'ils sont restés. Ils arrivent Et c'est à faire ça que parler j'appelle d'eux moi. aussi, oui, c'est ce qui est très fort aussi, hein, c'est pas évident. C'est pour ça que je dis, même avec Ouria Boutelja, c'est un pari qu'ils ont fait. Ouais. À l'époque, je critiquais, maintenant je trouve ça de plus en plus intéressant. Même si je suis pas d'accord du tout, honnêtement, voilà. Mais je trouve ça intéressant parce qu'il y a plein de choses à analyser, il y a des choses à expliquer, ça intéresse Ça. les gens aussi, et ça reste un débat intéressant encore aujourd'hui. Donc, tant qu'à faire, profitons-en. Et c'est ça, et être intéressant, en fait, c'est compliqué en fait d'être C'est ça. intéressant, surtout pour des gens à gauche qui n'ont pas forcément un sens de la technique ou un sens de l'humour, comme peut avoir Tabibian, qui fait que s'ils disent pas des trucs politiques intéressants, en fait, on les lâche assez vite. Et ceux qui sont restés aujourd'hui, que ce soit Usul, que ce soit Canard, que ce soit Dany et Raz, je pense que c'est parce qu'il y avait une position qui tenait, peut-être qu'Usul c'est un peu moins vrai, mais une position différente qui faisait qu'il y avait un intérêt à les écouter, que c'était pas que Mélenchon, tu vois, que c'était pas qu'une réplique de Mélenchon. Et du coup, c'est pour ça que moi je reviens sur mon truc d'intellectuel, c'est qu'en tant qu'influenceur politique, il faut trouver des nouvelles choses à dire qui ne sont pas répétées par les autres. Ne serait-ce que d'un point de vue économique, commercial, machin, ou d'influence pour exister, parce que sinon tu sers à rien si tu répètes ce que dit Mélenchon. Autant regarder Mélenchon, quoi, tu vois. C'est sûr. C'est sûr. Et du coup, est-ce que moi je vois pas trop de gens, à part Dany et Raz, je trouve que Canard, on essaye de faire ça un maximum, de ce que vous appelez à gauche, qui essaye, même si j'aime pas trop ce terme-là, Osef, des gens qui arrivent à créer des choses comme ça. Mais même à droite aussi, hein. Je pense qu'à droite, il y en a qui ont un peu le sens de l'humour, qui fait que ça passe, tu vois, mais ça part très vite. Tu vois, Papacito, est-ce qu'il a encore quelque chose de politique, Papacito, aujourd'hui? Ça se discute, C'est tu une vois. Instagrammeuse, hein, surtout. Hein. Ouais, voilà, Enfin, c'est une- sans être méchant, c'est un peu ça, quoi. D'ailleurs, il a l'air d'avoir des doses sur pas mal de gens là, actuellement. Bref, c'est un autre débat. Un femme qui fait le travail de ménage à droite, c'est assez intéressant. Un femme, les Donc- découvrir, c'est particulier. Vas-y, Donc vas-y. est-ce qu'il y a un influenceur à droite politique vraiment qui existe, qui développe des idées, des concepts, des trucs? Pas sûr, hein. Bah, Pas sûr. si, t'en pour ça aurais, que c'est mais ils sont ennuyant, pas très d'ailleurs. haut, quoi. Si, t'as forcément, t'as toute la base de la droitosphère, un peu, tu sais, qui se prend pour des réflexions, enfin, des intellectuels sur Nietzsche et tout, comme il s'appelle Rochdy, t'as Ah oui, qui d'autre, t'en as Ah oui, quelques-uns, mais c'est pas... celui qui fait des réacts là. c'est pas ouf, Mais même ouf. intellectuellement, même moi T'as Christopher Par ex- Lannes sur l'histoire, t'as Peut-être. qui, C'est vrai que des intellectuels, je vais pas en trouver 10 000, les copains. T'as ce qu'ils font, genre ce qu'ils font. Stéphane Edouard, Ouais, oh non, pas Jean Stéphane Robin. Edouard. Mais ah oui, il y a Jean Robin. ce que je connais Ah Jean oui. Robin. Eh ben Jean Moi, je connais Robin, pas vas-y, dis bonjour au canard. Allez, c'est parti. Bonjour, Alors Jean Robin. bonjour, Alors qui canard. es-tu, Jean Robin, tiens? Non, moi je suis pas influenceur, je suis journaliste Soldat d'investigation du depuis Christ. 2005. Soldat Et du je Christ. connais bien Canard, j'ai vu plein de tes vidéos, mais c'est ça le problème, c'est que souvent la gauche ne regarde pas les vidéos de droite. Par exemple, toi, tu me connais pas, j'ai révélé plein de scoops, mais pourtant personne me connaît à gauche. Parce que, en fait, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. C'est-à-dire que quand j'avais un média qui s'appelait Enquête et Débat, j'organisais plein de débats, et souvent, quasiment tout le temps, les gens de droite étaient partants, mais pas les gens de gauche. Parce qu'ils disaient, ah non, je veux pas débattre avec ce facho, je veux pas débattre avec ce mec d'extrême droite, ce raciste, ce naziste, etc. Et en fait, j'ai trouvé que c'était plutôt un prétexte pour cacher sa lâcheté, en fait. Parce que dans les arguments, ils étaient plus faibles que les mecs de droite. Enfin, ça, c'est... Donc, j'aimerais avoir ton avis là-dessus, parce que c'est assez criant. Bah, après, moi, je suis pas le représentant de la gauche. Hein. Moi, Après, y a pas je me beaucoup définis pas de d'intellectuels à gauche. gauche Hein, non plus, en vrai. Faut dire la vérité. je m'en bats les couilles un peu de la gauche, honnêtement. Mais après, toi, tu parles peut-être d'une... Le truc que j'aurais à te répondre, si tu veux. En vrai, j'aime pas le clivage gauche-droite. Je trouve que c'est un peu... C'est pas avec ça que tu arrives à bien réfléchir. Bref, au-delà de ça, si on accepte ce clivage-là, moi j'ai envie de te faire un peu de la démagogie. C'est que le Canard Réfractaire, c'est l'un des principaux médias ou influenceurs de gauche sur YouTube. L'autre c'est Arrête, Usul, Chico, tu l'autre fais c'est mal à Jean Dany et Robin. Raz. Dany et Raz, ils passent chez Zoclo et ils Ouais. débattent avec des gens de droite. Moi je suis là, je débat avec des gens de droite, donc C'est ça veut ça. dire que 66% des influenceurs de gauche débattent avec la droite. Est-ce qu'on peut dire autant avec les influenceurs de droite?
Ah, mais pour moi, ils sont pas de droite, c'est ça, c'est un autre débat. C'est que- Ah, Ouais, Mais tu vois, c'est ça qui est nul, c'est qu'on a tous nos définitions de gauche C'est et de ça. droite et que ça mène jamais rien. Mais après, je suis d'accord qu'à un moment donné, quand c'était la gauche universitaire, un petit peu très influencée par les mouvements d'extrême gauche, machin, les organisations et tout, il y avait beaucoup ces trucs, on discute pas avec la droite, on discute pas avec les machins. Maintenant, ça change un peu parce qu'il y a quand même Dany, Raz et moi, on vient pas d'un milieu universitaire, tu vois. Et du coup, on s'en bat les couilles un peu de ça et on sait, on va en parler peut-être après, mais sur les gilets jaunes, des trucs comme ça, on s'unifiait avec des gens qui votaient Front National, tu vois. On était dans les mêmes collectifs, des trucs comme ça, on débattait avec eux et on sait qu'on peut faire union avec eux. Enfin, moi, je sais que qu'il y a le peuple qui existe au-delà de ce clivage-là. Avec les fascix et les gauchix, c'est possible. Mais c'est pas parce qu'en fait, Il y a les un fascistes, espoir. les gauchistes, ça existe peu. Comment ça? Mais sur arrête, Internet- non, mais Badmulch, sur il m'a Inter- pas dit ça, je regarde Badmulch tous les jours, je me suis bouffé le Ah ouais, t'as cerveau. pas dit ça Ah non, c'est le fascisme, il est à nos portes là, hein, sauf ce Il y Macron. a- Macron, on peut pas dire il y a que c'est un très facho. On peut pas les mettre il y a dans très- le dos. Je pense qu'il y a très peu de gens qui, surtout s'il y a un mouvement social qui est fort, qui vont s'identifier de gauche et de droite. Et que ça, c'est surtout un truc d'internet. Parce que ça permet de cliver, ça permet de classer les gens, ça permet de faire des dramas, et que c'est cette énergie-là qui fait qu'on a l'impression que ce clivage-là est important. En vrai, dans la vraie vie, bon, on a vu ce que ça donnait Hollande, on a vu ce que ça donnait Macron, c'est de la même merde. Et nous, on veut parler des choses un peu plus concrètes, quoi. Donc c'est pour ça, gauche et droite, moi je m'en fous un peu. En vrai, je m'en fous un peu. Jean-Robin, Et que alors. Vas-y, Jean-Robin, Je sais Ouais, pas bah si non, j'ai je bien pense répondu que- à ta question, Je suis Jean-Robin, pas je suis désolé. sûr, oui. Si, bah, c'est intéressant Très parce qu'on n'est pas d'accord, donc c'est. Mais moi, je pense qu'il y a un Vous êtes vrai d'accord avec clivage personne, gauche-droite. Jean-Robin? Vas-y, pardon. Voilà, c'est vrai. C'est vrai. Vas-y. Je suis d'accord avec toi, Zioclo. C'est vrai parce que tu aimes bien inviter mes invités. Non mais tu sais qu'il y a un clash bientôt, hein, Jean-Robin, qui va se faire entre nous. Hein. Tu me voles mes invités, hein, Alexis Poulain, Irréductible AT, etc., etc. Là, bientôt le canard réfractaire, je te vois venir, mais bon, attention, hein. Tu Bon, es pour dans l'instant, l'œil. je bosse gratos pour toi, là. Non, non, attends. Il y en a plein, ils me disent le don de Jean-Robin, il vient quand voilà. Et tout. Je sais On pas d'où ça attend, sort, cette on attend, je sais pas, Ah. j'attends aussi la fact. Mais j'avais fact-checké, un jour Ouais. je retrouverai. Il profite, quand il tu as fait profite, Oui, il profite. C'est un pour influenceur qui a revenir écrit sur beaucoup le- de livres. Vas-y. Pour revenir sur le débat gauche-droite, je pense qu'il est essentiel et qu'on l'a perdu, effectivement, parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, dons tout le pour monde est de inspirer gauche, mais Jean-Robin, Pierre. absolument tout le monde. C'est-à-dire que Macron, même, se dit Ça vous maoïste, plaît, tu sais, et ça, personne ne le sait, mais Ah. quand on se dit maoïste, Les on est maoïstes. difficilement de droite. Ouais, Non, mais- alors, Pardon. tu sais, Il a dit Ça, ça c'est- une fois, plein de cocaïne dans un dîner, qu'il était maoïste, et ça devient la référence pour réfléchir. pas du tout, et il a dit ça en pleine campagne Il électorale. dit tout en et n'importe 2017. quoi, Macron. Ouais, mais non, tu peux pas dire ça. En fait, bon, si. après, c'est un débat. Moi, on peut en débattre si tu veux. Et je te démontrerai par A plus B que Macron est d'extrême gauche, même. Et que. Ah ouais, mais oui. Mais Carrément bah oui, d'extrême c'est ça gauche, que- genre. Genre Bah, quel d'extrême gauche. Et ça dépend ouais. de la définition que tu as. Moi, je peux te donner une définition d'extrême gauche et mettre Marine Le Pen, Macron, Mélenchon, n'importe qui dedans, puisque je définis extrême gauche comme je le veux. C'est ça qui est nul avec ce mot, c'est qu'il veut rien dire à la base. Du coup, c'est des jeux conceptuels, intellectuels, où on met des trucs dans des cases sans réfléchir C'est concrètement aux choses. L'important, c'est quoi la politique de Macron, c'est quoi les conséquences de Macron, et c'est comment on s'organise pour le baiser. Ça, c'est important, ça, c'est du concret. Le gauche et Ça, la c'est droite, pas c'est du faux. concept, ça fait des bouquins, c'est tout. Alors comment Et nous, qu'on on s'en baise bat les couilles des Macron, bouquins. Jean-Robin? Mais on le suce pas, promis. non, enfin, je sais pas s'il faut le baiser. Moi, je préférerais qu'il change. Donc, Je savais que ça te gênerait comme mot. voilà, Vas-y, moi, vas-y, je Jean-Robin. suis chrétien, donc je Je préfère sais, prier je pour lui pour qu'il change, parce que voilà, faut l'accepter. Après, on peut le critiquer, on doit le critiquer même, mais sur des principes. C'est là où il y a une gauche et une droite, selon moi, c'est selon des principes. Effectivement, si tout ce qui est à droite de Mélenchon est de droite, alors ouais, il y a une droite en France. Mais si on prend les faits, par exemple Macron, là, qu'est-ce qu'il veut faire avec l'IVG? Il veut l'institutionnaliser. Donc ça, c'est une mesure d'extrême gauche. Hein, ça, c'est clair là-dessus. Donc on peut donner plein d'exemples comme ça. Tous les présidents depuis Mitterrand sont pour l'abolition de la peine de mort, pareil, qui est un marqueur de droite qu'on a oublié, parce que voilà, une fois qu'on avance D'extrême droite, dans le enfin, progressisme... Non, pas d'extrême droite. De Gaulle n'était pas d'extrême droite. Voilà, ouais. Giscard d'Estaing n'était pas d'extrême c'est droite. pas Pompidou d'extrême n'était gauche pas d'enlever d'extrême la droite. peine de mort, quoi. C'est... Ah si, pour moi, si, très clairement. Enfin, c'est de gauche au minimum, c'est de gauche. À la Mitterrand limite, était de mais si gauche. tu veux, oui. Voilà, on met dans De quelle gauche. boîte? La gauche, la droite, l'extrême droite, Ah, on c'est choisit. l'extrême On gauche, débat pas pendant vraiment 10 ça, heures. quoi. de- C'est voilà. l'anticapitalisme, Le l'anti-impérialisme. communisme est de gauche. c'est, Voilà. je sais Non, mais pas, le plein de trucs communisme, comme on va le mettre à gauche quand même. On sera d'accord là-dessus, j'espère. ça. On peut le mettre à gauche. On s'en Alors, fout, parlons du Alors, communisme, quoi, pas voilà, de si c'est de gauche ou de c'est quoi droite. ta question, du coup? Genre, bah, vas-y.
Non, moi je l'ai entendu aussi juste avant là, parler des pays russes et ukrainiens comme n'existant pas. Ça, c'est une position, je dirais, communiste, c'est-à-dire qui nie les patries. Hein, le slogan des communistes, c'était « Sans patrie ni frontières ». J'aimerais qu'il explique ça parce que moi, c'est choquant. Il y a des gens qui sont en train de mourir là, en Ukraine, des civils, etc., pour défendre leur pays, qui sont attaqués par un autre pays. Et comment il peut dire les pays, ça n'existe pas? Ça me dérange un peu, je comprends pas en fait. Ça, moi je suis patriote. Hein. Moi je chantais la Marseillaise aux Champs-Élysées avec les Gilets jaunes. Hein. J'ai nié l'existence et je chie sur tous ceux qui combattent pour la patrie. Je veux dire que d'un point de vue géopolitique. Ah, flippez ça et faites un tweet. Hein. Il a chié sur les gens qui défendent leur patrie. Voilà. Ouais. Flippez ça. Non, mais en fait, c'est pas une position. Ça va peut-être te faire sauter, mais c'est pas une position communiste, c'est une position matérialiste. En fait, un pays, c'est pas que ça n'existe pas parce qu'il n'y a pas de patrie, etc. Moi, je suis chauvin français à en crever, d'accord ? Je suis chauvin breton français, je chante la Marseillaise, le drapeau français ça me fait pas peur, tout ça, d'accord ? Je suis de cette génération là. Mais d'un point de vue géopolitique, la France ça n'existe pas. Il y a des gens en France qui font des actions, tu as une oligarchie, tu as une économie française avec des intérêts qui sont différents, qui sont divergents, et c'est cet ensemble-là qui fait qu'il y a une société. Et bien pareil en fait, quand tu dis, moi je réagissais à quelqu'un qui essayait d'expliquer, qui avait son explication sur la guerre en Ukraine avec la Russie. Et il disait, la Russie veut contrôler son empire et considère l'Ukraine comme sa colonie, il disait, quelque chose comme ça. Bon, je travestis peut-être un peu sa pensée, mais c'était quelque chose comme ça. Et moi je lui disais, non, c'est pas la Russie. C'est, même si on parle là-dessus, c'est Poutine qui veut ça par exemple. Mais Poutine c'est pas la Russie. Poutine, c'est la représentation de la mafia de ce qu'il y a en Russie. Et la mafia qui tient parce qu'il y a différents intérêts économiques qui fait que le pouvoir n'est pas renversé, machin. Et qu'en fait, dès que tu penses en termes de Russie, en fait, tu penses quelque chose d'abstrait. Et quand tu penses Poutine, la mafia, les trucs, là, c'est concret. Et là, tu arrives à expliquer les choses. Moi, je nie pas les patries en tant qu'identité ou je sais pas trop quoi. Je dis, si on veut essayer de comprendre les enjeux géopolitiques, il faut aller au-delà de ce concept de pays et de décrire les intérêts précis qui sont en mouvement dans ces pays-là. Les intérêts économiques, les intérêts financiers, la mafia, etc. Parce que c'est eux qui interagissent avec le monde. C'est pas la Russie qui interagit avec l'Ukraine. C'est l'armée, c'est Poutine, c'est les intérêts pétroliers, c'est les intérêts financiers, c'est les États-Unis, c'est les oligarchies états-uniennes, c'est l'oligarchie chinoise, etc. En fait, c'est une question de précision. Si tu dis pas quels sont les acteurs réels, tu peux pas expliquer la situation géopolitique. Voilà, c'est une position matérialiste. Très bien, très belle réponse. Vas-y. Pas mal, hein. Et est-ce que tu rejoindrais Macron quand il dit il n'y a pas une culture française, il y a une culture en France? C'est pas faux. Est-ce qu'il y a une... Alors moi je dirais il y a des cultures en France et une globalité qui font la culture française. Je sais pas. Je pense qu'il y a un peu un truc comme ça. Il n'y a pas une culture unique qu'on peut bien définir, mais il y a quand même quelque chose de français, tu vois. Moi personnellement c'est vrai que je me sens français, je peux pas définir pourquoi, j'ai déjà expliqué, j'ai même écrit, tu vois, et l'écrire je peux même pas définir en écrivant, je dis voilà c'est compliqué mais il y a plein de choses qui font ça et ouais je me sens plus français qu'autre chose, je me sens pas italien, tu vois, je me sens pas espagnol, je me sens pas anglais. Enfin, je vois bien une différence quand je vois des anglais et moi, tu vois, je vois des différences quand je vois des espagnols, même des belges, voilà, on n'a pas exactement les mêmes... c'est comme ça, et après il y a des différences qui s'expriment si je vais voir un marseillais, un parisien, mais... On a quand même des similarités plus proches que l'espagnol, l'italien ou le belge. Je suis d'accord. Même si le belge, on a déjà la passion de l'alcool. Et ça, c'est déjà beau. Moi, tu vois, c'est un peu le truc de face. On est allé à Strasbourg il y a pas longtemps, et face à un Strasbourgeois, moi je suis breton, tu vois. Mais quand il y a un Parisien qui rentre dans la scène, et bah du coup, on est tous les deux, les Bretons et l'Alsace contre Paris. Mais par contre, si on est à l'étranger, on défend la France, tu vois. Après, ça dépend. Il y a des Alsaciens très allemands, on va dire. Eux, ils sont un peu différents. Insupportable. Pardon, ils mangent n'importe quoi. Excusez-moi, je vous aime bien, mais genre, c'est juste que vous avez l'accent, vous parlez allemand. Après, moi, j'aime bien quand même la bouffe. La flamencuche. Ah, c'est bon. Il y a rien qui va dans la flamencuche. Ah, la flamencuche. Oh, des lardons gris avec de la crème, des oignons. Oh, avec une petite pâte fine. Oh là 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 là. Rien qui va avec la flamencuche. Oh là, c'est très bien. Oh, arrête de critiquer, toi, tu arrêtes, hein, espèce de facho. Non, mais je trouve ça marrant, le chauvinisme. Mais voilà. Mais je pense qu'il y a une culture française, mais que en fait, il y a plein de cultures qui se mélangent. Tu vois, moi, j'ai l'impression que je suis le mélange de, pour faire simple, de 16 et du rap, tu vois. Et que du coup, c'est deux cultures françaises qui sont là et qui font que j'ai un bout de ce mélange-là. C'est difficile à décrire, hein.
Mais ça existe, hein. Face à un anglais, on sent très bien qu'on est français, hein. Attends, il y a Cyril Boomer qui dit que j'assume pas quand je dis je suis français. Bah si j'assume, pourquoi j'assume pas si je dis que je suis français? Bah si j'assume totalement. Je me suis jamais défini en tant qu'arabe par exemple. Et quand on me dit que je suis arabe, je dis mais non, je suis français. Quand j'ai débattu avec Kelly qui m'a dit ouais mais t'es arabe, ça devrait toucher ce que dit Zemmour, mais pas du tout. Pas du tout. Enfin, c'est pas méchant quand je dis ça, c'est genre je m'appelle pas Mohamed, mes parents sont pas là-bas, j'ai que ma mère. Et c'est mes grands-parents qui m'ont élevé du côté de ma mère qui est très française du coup. Je peux pas me sentir pareillement concerné que mon pote Mohamed du quartier qui est avec ses parents, qui est musulman, etc. Enfin, vous voyez, c'est logique en fait. Donc, si, je suis totalement français. Il y a même Voilà. un truc que moi j'irais plus. Tu posais la question de la culture française, et moi je disais, j'irais même jusqu'à dire que je suis patriote français, dans le sens où j'aime cette culture-là française qu'on a aujourd'hui en ce moment, tu vois. Et tout ce mélange qu'on a, conflictuel, des engueulades, de Ça va, plein de quand musique, même. de plein de films, de Je plein sais de pas, trucs j'ai différents, moi je regardé, trouve tout ça allait bien. incroyable, et je trouve ça cool. C'est pour ça que moi je dis je suis patriote français, parce que j'aime cette culture-là, j'aime cette société-là. C'est ça. À la différence des droitards, qui eux ne font que des références au passé, tu sais, ils disent on aime la France d'avant, on n'aime plus la France de maintenant. Ça c'est des patriotes d'anciens temps. Ça dépend Moi, lesquels, j'ai- mais oui, il y en a certains Oui, ça qui dépend sont en lesquels, mode, c'est les vrai, t'as années raison. 60, c'était vachement C'est bien. ça. Mais il y en a t'as- plein qui sont en mode, ouais, vous nous faites chier quand même, les gars. Hein. C'est genre en mode boomer et tout. Péno, Ouais, même KB j'imagine. maintenant, il s'est vachement modernisé, on va dire, par le fait de prendre de l'âge et se mainstreamiser, on va dire. Mainstreamiser. Et ah, tiens, il y a Psycho qui dit, vu que Zioclo tient pas l'alcool, quand est-ce que tu montes à Paris? Culé, va. Et Psycho, je tiens l'alcool. La prochaine fois, je te reprends. Après, tu tiens bien, c'est vrai. Toi, tu bois beaucoup d'alcool. Tu bois plus d'alcool que moi, c'est dans l'idée. Tu tiens du coup. Mais bon. Non, mais dis donc. C'est pas un alcoolique Voilà. non plus, hein, c'est pas ce que je voulais dire. Hein. C'est juste qu'on a beaucoup bu. C'est pas pareil. On tient à nos soirées. Jean Robin. c'est pas Ouais, je toi, posais la nous. question sur la culture française quand même, parce qu'on voit dans l'oligarchie, justement, si on veut parler de la nature de l'oligarchie, tu as des gens comme Macron, comme BHL, qui multiplient ces déclarations où la France est niée. Parce que là, ce qui a choqué dans la déclaration de Macron, c'est de dire il n'y a pas de culture française, tu vois, et ça te choque pas, parce que BHL, lui, il avait dit par exemple, je suis européen d'origine française. Ça, c'est choquant aussi, ça veut dire que la France n'existe plus, la France est un hôtel, comme dit Attali. Est-ce que Oui, tout ça, c'est ça te choque pas? Et est-ce que c'est pas ça aussi un des marqueurs du communisme? Moi, je suis alors choqué. Attends, je réfléchis. Moi, je suis pas d'accord avec ça et je dirais jamais ces phrases-là. Donc, je suis pas dans ce marqueur communiste-là. Après, est-ce que ça va me choquer? En fait, je vais pas orienter tout mon discours politique autour de ça. Parce que je pense que la société française, au-delà de la question de c'est quoi l'identité, c'est quoi la culture, etc., tu as aussi d'autres trucs qui font que moi je trouve plus choquant en France. Je trouve plus choquant, par exemple, pardon, je commence à fatiguer. Je trouve ça plus choquant qu'ils sont en train de fermer des hôpitaux et des écoles partout en France que la déclaration que Macron aurait fait sur la Et on s'en culture bat pas les française, couilles, etc., etc. Tu vois. Je pense que la destruction des hôpitaux et des écoles en France détruit bien plus la société française, la culture française, la valeur française, que une déclaration qui a été faite à un moment donné. Ça veut pas dire que je suis d'accord, ça veut dire que je construis mon discours politique non pas sur des petites déclarations et des concepts, mais sur la conséquence réelle de leur politique. Quand j'ai un discours politique. Après, quand j'ai un discours culturel sur le rap, évidemment, je vais pas dire ça, mais dans mon discours politique, j'oriente sur les choses matérielles, concrètes, et pas juste sur les petites déclarations, parce que je me méfie des débats conceptuels où on peut définir tout par n'importe quoi, articuler tout avec n'importe quoi pour se donner raison, pour créer des faux clivages, des trucs, des machins. Moi, je me méfie beaucoup de ça en tant que matérialiste. Après, t'as raison, communiste, je m'en bats les couilles. Concrètement, alors, est-ce que tu es pour la réintégration des soignants non vaccinés, par exemple? Ça, c'est concret. Ouais. Oui. Ah bah, très bien. Ah bah Et alors, voilà, autre ok. question. Vas-y, Bah voilà, vas-y. là, on est d'accord. Vas-y, je te laisse. Autre question, comme on parle des influenceurs et qu'on dépend tous, si je m'y inclus dedans, d'Internet, sans Internet, tu l'as dit tout à l'heure, hein, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait. Pourquoi est-ce que la plupart des influenceurs, alors là, de gauche comme de droite, pour ainsi dire, sont anti-américains, primaires ou secondaires? C'est-à-dire que Internet vient quand même des États-Unis, c'est-à-dire qu'on les aurait, on en a débattu avec Alexis Poulain, là, il a reconnu que sans le premier amendement des Américains et la liberté d'expression la plus large, il n'y aurait pas Internet, quelle que soit la technologie par ailleurs. Et pourquoi est-ce que tous ces influenceurs, quasiment, moi j'en connais pas un seul de pro-américain à part moi, c'est-à-dire ouvertement, tu vois, et là, pro-OTAN, etc. Comment ça se fait, selon toi, qu'il y a une ingratitude? Est-ce que tu t'y inclus dedans, d'ailleurs, par exemple? Je sais pas, hein, parce que je t'ai pas assez regardé là-dessus. Voilà. États-Unis, hein, pas américain. Le pays s'appelle les États-Unis.
américain, c'est un continent Exactement. important. Et en vrai, c'est des Indiens. Donc Je c'est pense que tout à fait la précis. conception de, comme je te disais, tu vois, d'un point de vue matériel, les pays, c'est pas ce qui est intéressant, tu vois. Je crois qu'il n'y a pas de dette qu'on aurait envers qui que ce soit sur Internet. On ne devrait pas remercier qui que ce soit d'avoir créé Internet parce qu'il y avait des intérêts bien définis aussi dans la création d'Internet et qu'on n'a pas ce concept de dette morale qu'on aurait, nous, un pays, par rapport à un autre pays sur une technologie qui a été faite sur leur territoire. C'est pas quelque chose qui me traverse la tête. Donc moi, je préfère encore une fois me baser sur la politique états-unienne, sur qu'est-ce qu'ils font, sur leur politique étrangère, etc., pour formuler une pensée, et pas être sur vas-y, on doit quelque chose aux États-Unis parce qu'ils auraient fait Internet, truc machin. Moi, ce que je vois, c'est que concrètement, tout ce que nous on pense, c'est nous qui le pensons. À travers Internet, oui, mais de toute façon, Internet serait arrivé à un moment ou à un autre, je pense. Mais en gros, bref, moi, je refuse ce concept de on doit une dette à quelque chose. Internet est là, on l'investit, on fait des choses dedans. Après, les États-Unis, moi, je les juge sur leur politique. Je les juge pas sur un mec qui a inventé Internet, qui s'est développé dans l'armée états-unienne, le premier armement, machin, tout ça, on s'en fout. Mais c'est pas ça la politique, pourtant. C'est pas de reconnaître qu'il y a Internet parce que des gens d'une certaine culture, d'un certain pays, d'une certaine langue, etc., l'ont rendu possible. Parce que c'est facile de dire, ok, c'est là, ok, mais c'est pas... il faut pas le prendre pour un acquis ici, parce que ça pourrait disparaître aussi. Quand tu vois la Chine et la Russie, par exemple, qui essayent de faire disparaître Internet en coupant des câbles, par exemple, là, la Chine vient de couper des câbles au large de Taïwan. Bon, ça fait partie des stratégies. La Chine, chez eux, ils interdisent aux Chinois d'aller en dehors de la Chine pour consulter Internet. Ça, c'est grave. Et en Russie, de plus en plus aussi. C'est-à-dire qu'il y a des forces qui diffusent Internet et il y a des forces qui restreignent Internet. Donc ça, politiquement, c'est important quand même pour prendre parti, non ? Je note ce que tu dis. C'est quand qu'ils ont coupé les câbles à Taïwan ? Tu sais à peu près ? Ouais, c'est très récent, je viens d'en parler dans ma revue de presse internationale, donc ça date d'il y a quelques jours. Hein. Mais c'est pas trop dans la presse française d'ailleurs, on parle pas trop de ces trucs-là, mais tu trouveras ça dans la presse sud-américaine, bizarrement. Ok, d'accord. De toute façon, la presse française au niveau international, c'est nul à chier. Hein. Faut prendre la presse anglo-saxonne, Financial Times, c'est... Ah bah voilà, on est d'accord. Mais oui, non, mais moi je pense qu'on est d'accord sur pas mal de trucs, plus que ce que tu ne le penses. Après, méfie-toi, c'est après, Jean-Robin. en fait, si tu veux, c'est... Imaginons, je rentre dans ton truc. Franchement, Jean-Robin, ce sont des États-Uniens qui ont créé Internet, qui ont permis qu'Internet se diffuse aussi largement. Donc, ok, donc merci les États-Uniens. Bon. Et maintenant, on passe du coup à l'analyse politique, parce que ça veut rien dire de juste dire ça. De juste dire on a une dette vers machin, même si on dit que c'est les États-Unis qui ont fait ça, c'est pas une position politique, c'est pas une analyse politique. Donc à un moment donné, il faut quand même faire l'analyse politique de la politique étrangère des États-Unis, les intérêts qu'on a avec eux, le monde qu'ils sont en train de construire, etc., leur relation avec la Chine, machin. Et tu vois, moi ça me paraît tellement anecdotique de dire ça que je le dis pas et que je le pense pas. Je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'on doit analyser ensuite les actes politiques des États-Unis, mais il faut prendre en Jean-Robin, compte... j'ai une question. Enfin, je vais pas être méchant, mais genre, t'as une question en rapport avec le sujet de ce soir. Parce que c'est génial, mais genre, là, en vrai, là, on est totalement parti en digression. Les Américains, on s'en bat les couilles. La révolution, les influenceurs. Et ben, justement, c'est une révolution là qu'on a vécue avec Internet. C'est la principale révolution de ces 30 dernières années en Occident, c'est la liberté d'expression totale. Tu as des gens comme Rudi Reichstadt, par exemple, que j'ai bien étudié pour mon livre, comme tu le sais, qui se plaignent qu'on ait l'équivalent du premier amendement de la Constitution américaine en France. Lui, il voudrait restreindre ça. Ça le choque que des gens puissent s'exprimer librement. Tu comprends ? Ça, c'est choquant. Moi, c'est sa position qui me choque. Bien sûr, mais là, on est sur la réforme des retraites, les manifestations actuelles quelles et que tout. soient les positions des influenceurs, ils peuvent s'exprimer grâce aux États-Unis, quelle que soit leur position. Tu comprends ? Parce que sinon, ils dépendraient de TF1, de BFM TV et on pourrait faire l'âge des retraites, même si c'est pas les Américains qui nous disent d'aller à la retraite à 64 ans, Jean-Robin. Quand même. Et c'est pas les Russes, c'est pas les Chinois. C'est nous qui faisons le contenu, c'est nous qui faisons les discours. Et Internet, moi je vais faire mon communiste là un peu. Voilà. Internet, c'est pas genre les États-Unis qui tout d'un coup ont fait ça, c'est parce que tu as un développement du capitalisme qui a permis le développement de certaines techniques qui a abouti d'une façon ou d'une autre à la création d'Internet.
mais ça aurait été créé à un moment ou à un autre. C'est juste que les États-Unis à ce moment-là c'était les plus puissants, que l'armée états-unienne à ce moment-là avait énormément de budget, etc., qu'il y avait les amendements qui faisaient que ça créé là. Mais on n'est pas dépendant, on n'a aucune dette envers eux, et tout ce qu'on fait, tous les discours qu'on a, tout le travail qu'on a, on le doit pas aux États-Unis, parce que du coup, on devrait peut-être à celui qui a créé les ordinateurs, on devrait peut-être à celui qui a créé l'électricité, on devrait peut-être à celui qui était dans l'arbre à un moment donné, qui est descendu et qui a créé l'humanité, tu vois. Ce concept de dette ne mène nulle part politiquement, je pense. Ah, quand même, c'est important. C'est-à-dire quand la France va aider à libérer les États-Unis de leur dépendance de l'Angleterre, après ils ont une dette envers nous, et nous on a une dette envers eux quand ils viennent nous aider pendant les 2 guerres mondiales. De Macron. Non, voilà. Il y a aucune dette qui tienne, qui ne sont pas des dettes matérielles, d'accord ? Les États-Unis ils ne viennent pas libérer la France parce qu'en se disant que tiens on leur doit quelque chose ou l'inverse, tu vois. C'est parce qu'ils ont des intérêts matériels à y aller et qu'ils y vont. Le concept de dette morale entre deux pays, ça ne fonctionne pas. Les alliances ne se font pas parce que les gens ils s'aiment bien ou parce que les gens ils se disent tiens on lui doit quelque chose. C'est parce qu'il y a des intérêts matériels, économiques, financiers, diplomatiques bien précis. C'est comme ça qu'on réfléchit. Ça, je suis d'accord, et j'ajouterais juste qu'il y a aussi une culture similaire. C'est-à-dire qu'on est en Occident quand même. Et je trouve que beaucoup trop d'influenceurs sont anti-occidentaux. Et ça me choque. On parlait tout à l'heure d'Horia Boutelja, etc. C'est hallucinant que cette femme ait autant d'influence chez les influenceurs, précisément. Parce que pour moi, c'est la quintessence... Ah non, elle est très influente. Attends, tu rigoles, Wissam et compagnie. Wissam, il est pas influent. Wissam, il fait moins de vues que Zioclo. Hein. Mais oui, non, il faut arrêter de délirer. Mais Wissam, il fait mes vues avec Twitch, tu vois. Après, il fait mon score quand il a des gros plateaux. Voilà. Là, il fait le score de ce soir, par exemple, avec des très gros plateaux, mais il faut qu'il y ait vraiment du monde et que le sujet soit impactant. Sinon, effectivement, comme beaucoup de gens, comme moi, je veux dire, s'il n'y a pas des gros invités ou machin, j'aurais moins de monde que s'il y a forcément une grosse affiche. Les gens ils sont là. Donc voilà, c'est normal. Il faut pas imaginer une influence de ouf. Ils ont une influence qui est limitée à, allez, on va dire, s'il y a 20 000 personnes au maximum qui suivent toute la sphère, Zawa Prod, plus Horia Boutelja, plus Wissam, plus Dany Raz, on compte tout le monde. Allez, on va dire maximum 30 000 personnes, c'est déjà beaucoup, quoi. Et il y a plus de gens qui regardent juste Canard. Hein. Voilà. Et encore, ça reste une petite partie de la population, mais vraiment toute petite. La majorité des gens regardent TF1, Hanouna, des replays, des musiques sur YouTube, et puis c'est tout. Nous, on est vraiment la frange minoritaire de ce qui est consommé sur YouTube. Même JDG mais ou quoi. On force un peu notre influence pour donner des intérêts à nos petites batailles, tu vois. C'est ça. Mais en vrai, on a une influence sur les militants. Hein. C'est ça. Moi, je sais que je parle à un milieu militant, activiste, politique, eux, ils m'écoutent aussi en partie. Ils sont intéressés quand j'ai des invités, donc ils m'aiment bien pour ça. Mais je sais que j'ai pas d'impact dans la société. Tu vois, c'est pour ça les gens qui disaient psychodélique, le danger, faut arrêter de délirer les gars, il va rien se passer à cause des psychodéliques, il a jamais poussé au harcèlement, c'est pas Bassem quoi, donc on se détend. Mais bon, ça c'est encore un autre problème. Genre, une dernière question, tiens. Non, c'est... Moi, je suis ravi que tu existes, et parce que tu es là, encore une fois, c'est une des rares chaînes à pouvoir inviter des gens de gauche comme de droite et à permettre ces échanges, justement. Moi, je pense qu'on crève d'un manque de débat, et ça, c'est pas à cause de l'oligarchie, c'est à cause de nous. Donc, si je veux pas te refaire le coup, voilà, s'il veut débattre, mais moi, je suis ouvert au débat avec tout le monde, et je constate que ceux qui sont de gauche ou qui ont beaucoup plus d'influence que moi, refusent le débat en général. Voilà. Ça va, t'as eu pas mal de gens là, ces derniers temps. Peut-être que tu te victimises un petit peu aussi. C'est vrai. Mais Jean Robin, c'est pas ça, c'est qu'il a une grande carrière dans la dissidence. C'est la gauche normalement qui se victimise comme ça, c'est pas la droite. Hein. Voilà, donc sois vaillant, Jean Robin, montre que tu es un guerrier de la lumière et du Christ. Mais moi je dis la vérité, donc la vérité elle est pas. C'est la vérité quoi. C'est depuis. Les gens de gauche disent ça aussi. Hein. Il y en a qui disent en squattant l'antenne autant, voilà, pour me faire de la publicité, tu pourrais aussi me faire un don. Voilà, c'est un jour avec la vente de livres et tout, t'as le droit de me faire un don. Si un jour ça te dit que le cœur t'enchante. Ouais, mais je vais le faire. Je vais le faire, mais pas 300 € là, c'est du délire. Les non, mecs mais je sais pas d'où ça sort, ça c'est un troll, je pense. Il y en a qui ont dit libérer Jean Robin. 150, ça suffirait, je pense. C'est ça, voilà, surtout sur la vente de livres, je veux dire, c'est toi qui vois. Si un jour, si t'as envie, ça me fera plaisir et je l'accepterai avec grand plaisir, sachant que je suis la seule émission qui ouvre la porte à tout le monde. Et effectivement, je continuerai à le faire, même si ça emmerde certains. Et je serai toujours le premier sur les vrais sujets. On crève la politique, sans politique, on serait tous moins cons. The Drat is the new gauche, Jean Robin, un porteur de vérité, etc. Dernier message, du coup, c'est fait.
J'ai écrit un petit SMS à Greg, mais je pense qu'il est Ah oui. encore au resto, donc on Je va vais voir. aux toilettes, je reviens. Vas-y, va faire pipi. Alors du coup, bah tiens, vous savez quoi? On va se faire une mini pause musicale. Voilà, on va se faire une pause musicale en attendant, comme ça je vais voir avec Greg ce qu'il en est. Attendez, on va faire pause pipi. On va faire comme l'autre fois, la pause pipi. Hop là, parce que là on a bien fait une bonne session.